Il me faut réapprendre à entrer en connexion avec l'autre en tant que personne bien séparée, sans fusionner avec la personne. Je peux être en connexion avec toi tout en étant moi. J'ai pas besoin de prendre ton anxiété sur moi, j'ai pas besoin de porter tes soucis, j'ai pas besoin de répondre à chacun de tes besoins, d'être tout le temps d'accord avec toi, d'adopter tes opinions, etc. Ça, c'est la réponse de phoning. J'ai pas besoin de ça. On est deux êtres très distingués. On peut entrer en connexion et on peut être en connexion très proche, très très proche. Mais il y a moi et il y a toi. L'anxiété et la dérégulation peuvent-elles me faire croire que je n'aime plus mon partenaire ? Oui, absolument oui. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'amour quand on est dérégulé, mais ça n'a rien à voir avec l'amour pour cette personne-là en particulier. C'est juste ton système qui n'a pas une grande capacité pour l'amour. Ni d'en donner, ni d'en recevoir d'ailleurs. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans notre troisième et dernier master épisode, un épisode plus long que d'habitude. Pour rappel, un master épisode c'est quoi ? C'est plusieurs épisodes en un pour que tu puisses explorer un sujet sans interruption et en profondeur. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'attachement. L'attachement qui impacte toutes nos relations aux autres, nos relations avec notre environnement, avec l'argent, avec la nourriture, avec le travail, avec soi-même aussi, bien sûr. Donc un sujet d'une importance cruciale dans nos vies. Je vous avais proposé de me poser vos questions sur Instagram, donc je vous remercie, merci à toutes, à tous pour toutes vos questions et je vous honore parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à faire le travail sur vous, à vouloir le meilleur pour vos relations et pour les gens que vous aimez. Ça m'a beaucoup émue en fait de lire toutes vos questions, donc merci du fond du cœur. Alors pourquoi cet épisode sur le couple et l'attachement ? 3 raisons principales. Première raison, j'ai eu plusieurs demandes de parler de ce sujet et j'en avais jamais vraiment parlé en fait. Et un point là-dessus, c'est que le couple, honnêtement, c'était un non-sujet pour moi depuis un moment et jusqu'à il y a peu en fait. Le début de la relation avec mon mari, ça a été assez difficile parce que c'était un contexte particulier. Je reviendrai là-dessus, mais depuis voilà que notre relation elle est établie, qu'on est ensemble, on regarde vraiment dans la même direction, la chimie elle est là à tous les niveaux, on est tous les deux entrepreneurs donc on se soutient énormément, il me soutient énormément, donc vraiment tout va bien dans notre relation. Je savais que le couple c'est un espace à cultiver, je le voyais vraiment comme ça, comme un jardin, mais on n'avait pas vraiment eu besoin de travailler sur notre relation. C'était plus, je savais au niveau intellectuel que c'était un espace sur lequel il faut travailler, mais j'en avais juste pas eu besoin parce que ça roulait en fait. Et à l'automne dernier, on a eu un moment un peu difficile dans notre relation et donc j'ai commencé à plonger un petit peu plus là-dedans. C'est venu me chercher à plein d'endroits, c'est venu appuyer sur plein de boutons et c'est intéressant du coup parce que ça peut nourrir, ça nourrit cet épisode du coup, en plus de vos questions. Et mon troisième point, c'est que les relations, elles ont toujours été challengeantes pour moi, honnêtement, mais je le savais pas, en fait. Je pensais que c'était un non-sujet, mais c'était tout le sujet. C'est parce que c'était des schémas tellement ancrés en moi que j'avais aucune idée que c'était des schémas. Et l'attachement, c'est le système nerveux. Et je vais commencer là-dessus. L'attachement, c'est le système nerveux et le système nerveux est attachement. Donc quand on parle d'attachement, on parle du niveau le plus profond qui soit, c'est-à-dire le niveau du système nerveux. J'ai décidé de faire cet épisode en 2 parties parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est un sujet qui vaut la peine qu'on y passe du temps. En fait, c'est le seul sujet qui vaille la peine qu'on y passe du temps. C'est ce qu'a trouvé une étude de l'université d'Harvard aux États-Unis qui s'appelle la Harvard Study of Adult Development. C'est l'étude la plus grande jamais menée sur le bonheur, en fait, sur la vie humaine, sur le bonheur et sur ce qui fait le bonheur. Cette étude, elle a commencé en 1938 et elle a duré plus de 70 ans et elle continue encore aujourd'hui avec la 2e génération de personnes, en fait, avec les descendants des personnes qui ont participé à l'étude originelle.
Donc c'est vraiment du jamais vu en termes d'études. Ils ont débuté avec 724 participants et ils ont pris, c'est intéressant parce qu'ils ont pris 2 groupes. Ils ont pris des garçons qui étaient issus de familles défavorisées et vraiment en difficulté de Boston et des étudiants d'Harvard, donc des familles plus favorisées. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ils ont intégré les conjointes aussi des premiers hommes et récemment, du coup, les descendants, donc plus de 1300 descendants du groupe initial. Et donc, ce qu'ils font dans cette étude, c'est que les chercheurs, ils interrogent périodiquement, c'est chaque année, ils interrogent les participants, ils leur demandent de remplir des questionnaires, ils recueillent des informations sur leur santé physique, voilà, sur toute leur vie, en fait. Et donc, ils ont pu voir les participants entrer dans des relations, sortir de relations, réussir ou échouer dans leur travail, devenir parents, etc. Et la conclusion de cette étude, elle est vraiment profonde. Et c'est vraiment la plus longue étude longitudinale jamais réalisée sur la vie humaine, hein. Et la conclusion, elle est simple et profonde. C'est le bonheur est fait de bonnes relations. Les bonnes relations mènent au bonheur et à la santé. Et donc le secret, c'est d'entretenir ces bonnes relations. Et c'est tout. Quand on parle de bonheur, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de succès, ni même de santé ou de maladie. Et ça, c'est peut-être le plus surprenant, d'ailleurs, juste de relations. Et quand on y pense, on arrive au monde en relation. On se développe avant ça dans le ventre de notre mère. Quelle relation plus étroite que ça. Et toute notre physiologie, elle se développe grâce aux liens qu'on entretient avec nos figures d'attachement. Refaisons un petit plongeon dans le système nerveux ici. On se rappelle que quand un bébé vient au monde, la branche ventrale du nerf vague, elle n'est pas encore formée. Le nerf vague, c'est le nerf qui opère au sein de notre système nerveux parasympathique et c'est le nerf du coup le plus long du corps, c'est un de nos 12 nerfs crâniens et c'est ce nerf qui nous permet de ralentir la physiologie, de revenir dans notre sécurité, qui permet aux fonctions de régénération de l'organisme, de digestion, de repos, d'avoir lieu. Et ce nerf vague, il a 2 branches, la branche ventrale, la branche dorsale. Et chacune de ces branches, elles correspondent à un type de frein, en fait. J'ai dit que le nerf vague ralentit la physiologie. Avec la branche dorsale, il le fait de façon douce et précise. Et avec la branche dorsale, il le fait de façon brutale, grossière, rapide. On se souvient que la branche dorsale, c'est ce qui innerve tout ce qui est en dessous du diaphragme, au niveau du corps, et la branche ventrale, elle innerve tout ce qui est au-dessus du diaphragme, donc cœur, poumon notamment. Et quand on naît, du coup, la branche dorsale, elle est en ligne. C'est logique, le bébé, il peut déjà digérer. Donc la branche dorsale qui innerve tout ce qui est en dessous du diaphragme, qui innerve tout l'appareil digestif, celle-là, elle est en ligne, elle est fonctionnelle. Celle qui n'est pas encore développée, c'est la branche ventrale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bébé, il n'a pas de capacité d'autorégulation. Il n'a pas de capacité de ralentir sa physiologie de façon douce, je perds mon mot ici, ce que je veux dire de façon graduelle, voilà. Et cette branche ventrale du nerf vague, c'est aussi elle qui nous permet du coup d'accéder à cet état ventral du système nerveux qui est notre état de sécurité, de connexion, ce qu'on appelle aussi le système d'engagement social, qui nous permet d'être en connexion avec les autres. La connexion avec les autres, c'est l'attachement. Donc l'attachement, il est au cœur de la façon dont notre système nerveux se développe, il est au cœur de notre physiologie même. Il y a une vidéo très intéressante que je t'invite à regarder qui s'appelle le Still Face Experiment. C'est une expérience de Ed Tronick. Ed Tronick, c'est un psychologue, il est spécialiste du développement de l'enfant à l'université du Massachusetts notamment. Et donc, il a créé cette expérience où on voit un bébé et sa mère. L'expérience, c'est ça, un bébé et sa mère. Au début, on demande à la maman d'interagir avec l'enfant, de matcher ses expressions, de jouer avec lui, etc. Et puis après, on lui demande de ne plus interagir. Donc, on la voit rester en face de l'enfant, mais poker face, still face, donc le visage, le visage calme, lisse en fait. Poker face, on dirait. Donc on voit la mère qui n'interagit plus du tout avec l'enfant. Et on observe le bébé pendant juste 2 minutes. Ça dure 2 minutes, cette expérience. Et en 2 minutes, même pas, peut-être 1 minute 30, on voit le bébé clairement aller dans la réponse sympathique, et puis aller dans le figement, aller dans l'effondrement. On voit le bébé complètement submergé par le stress qu'il subit. Ce stress qui vient de la mère qui est face à lui, mais complètement inerte en fait dans son visage, et qui est présente mais sans être présente en fait. Et ça nous montre que tout est dans l'attachement. Et c'est pour ça que nos relations, souvent, elles sont à la fois nos plus grands déclencheurs, nos plus grands triggers, et
nos plus grandes opportunités, nos plus grands espaces de guérison. Ce qui s'est défait, ce qui s'est décousu, ce qui a été déconnecté en relation, ça va être réparé en relation. Donc l'attachement, c'est au centre de tout. Ok, je vais passer à vos questions que j'ai classées par grands thèmes. Tu vas avoir envie d'écouter cet épisode avec ton partenaire ou ta partenaire. Donc si vous n'êtes pas tous les deux, va le chercher ou va la chercher. Ou réserve cet épisode pour un trajet en voiture que vous faites à deux. Et si tu ne résistes pas à écouter, tu pourras écouter une deuxième fois. De toute façon, ça permet d'intégrer encore mieux et que les choses, elles atterrissent en toi et elles soient intégrées à un niveau encore plus profond. Ok, dans vos questions, il y avait un peu 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Le deuxième cas de figure, c'est je suis en couple et mon partenaire est anxieux. Et troisième cas de figure, je suis en couple et on est tous les deux anxieux. Et puis ensuite, il y avait des catégories comme le soutien. Comment est-ce que je peux être soutenue? Que faire si je ne le suis pas? Comment gérer les moments d'activation en couple? Quels sont les effets de la dérégulation sur le couple? Tout ça, je l'évoquerai dans la deuxième partie de l'épisode. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les 3 premiers cas de figure. Donc, je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Je suis en couple et mon partenaire est anxieux. Je suis en couple et nous sommes tous les deux anxieux. Alors, on commence avec « je suis en couple et j'ai de l'anxiété ». Voici les questions que j'ai reçues dans ce cas de figure-là. Comment ne pas être un fardeau pour l'autre quand on a de l'anxiété? Comment se sentir digne d'être aimé avec une anxiété importante? Comment parler de mon anxiété à quelqu'un rencontré depuis peu? Comment sortir de la culpabilité de mal faire les choses dans ma relation, quand je suis susceptible, rigide sur plein de choses? Mon anxiété impacte ma libido, comment débloquer ça? Dans cet épisode, je vais aller dans les 2 premières questions et je réserve les 3 autres pour l'épisode suivant. Donc, les 2 premières questions, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire là-dessus. Comment ne pas être un fardeau pour l'autre quand on a de l'anxiété? Comment se sentir digne d'être aimé avec une anxiété importante? Cette question, elle est intéressante parce qu'elle vient vraiment toucher le sujet de la honte. Ici. Et je t'inviterai à checker à l'intérieur de toi pour voir si ça résonne quand je parle de honte toxique. Moi, je portais, et je suis toujours en train de travailler sur des paquets de honte toxique. Parce que la question, là, elle implique que je suis digne d'être aimée si j'amène de la régulation dans le couple. Un peu si je fais ma part. Si je suis quelqu'un avec qui c'est agréable de passer du temps. Alors, dans l'absolu, bien sûr, c'est ce qu'on veut vivre pour soi-même et avec son partenaire, mais ici, il faut vraiment distinguer. Il y a la personne que je suis, mon essence presque, et il y a les états de mon système nerveux. Et ça, c'est 2 choses différentes. Et j'ai pas à être toujours en ventral, j'ai pas à être toujours super régulée pour être digne d'être aimée. Ça n'a rien à voir. Je suis digne d'être aimée, point. Mais les parts de nous qui portent de la honte toxique, elles ont un autre narratif. Elles ont absorbé une autre histoire, elles ont absorbé d'autres croyances. Pour elles, pour ces parts qui portent tellement de honte toxique, je suis une pomme pourrie, je suis une mauvaise personne. Et je ferais mieux d'amener quelque chose à la relation parce que sinon, c'est sûr, on va voir qui je suis vraiment et in fine, je vais être abandonnée. Ça, c'est le narratif qui déroule au niveau subconscient. Et d'où elle vient cette honte toxique? On revient à l'attachement, ici. Un petit enfant qui ne reçoit jamais ou pas assez d'attention de ses parents, qu'est-ce qu'il conclut? Je ne suis pas assez bien pour qu'on s'occupe de moi. C'est ce qu'on appelle le narcissisme primaire. L'enfant, il explique tout par lui. Autre cas de figure, un petit enfant qui reçoit de l'attention, mais le parent, il aimerait être ailleurs. Il n'apprécie pas du tout ce temps partagé, il préférerait être au travail, il préférerait être ailleurs que là. L'enfant, il le sent. Au niveau de la neuroception. C'est en dessous de la perception. C'est en dessous de la conscience. Il y a une neuroception de danger. Pense à des moments, pour illustrer ça, pense à des moments où tu es avec une personne, mais tu sens qu'elle n'est pas présente à la discussion. Avec les téléphones portables, maintenant, on vit ça constamment. C'est catastrophique, d'ailleurs, en termes d'attachement. C'est un autre sujet, mais c'est catastrophique de jamais vivre la pleine présence de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas s'en nourrir véritablement. Je fais le lien avec le téléphone portable parce que tu te souviens pas nécessairement de situations comme ça, de quand tu étais enfant, mais tu peux t'en souvenir aujourd'hui adulte et le sentir dans ton système. Donc si je reviens à l'enfant, c'est quoi la conclusion de l'enfant? Il ou elle est avec moi, mais elle n'a pas envie d'être là. C'est ma faute, je ne suis pas une bonne personne. Personne ne veut être avec moi, même pas mon parent. Et il faut comprendre qu'au moins jusqu'à l'âge de 6-7 ans, tout ça c'est absorbé, c'est pas compris. C'est absorbé dans le corps, c'est vraiment de l'ordre du felt sense. Ce que Peter Levine appelle le felt sense, les sensations dans le corps. C'est pas intégré au niveau mental. Et peut-être la question qui vient maintenant, c'est comment est-ce que je sais que j'ai absorbé ça? Et ici, tu dois travailler avec
ta réponse traumatique, avec ta réponse de figement. Écoute vraiment ton corps aussi là dans cet épisode. Écoute vraiment ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de ça, quand on parle d'attachement? Moi, avant l'attachement, je ne pouvais pas l'étudier, je ne pouvais pas en entendre parler, je ne pouvais pas entendre parler de tous ces sujets-là en lien avec l'attachement sans aller dans ma réponse de figement. Avant l'écriture de l'épisode, là, quand j'ai regardé à nouveau le Still Face Experiment, parce que je l'avais en tête, mais je me suis dit, je vais le regarder à nouveau, de Ed Tronick, j'ai senti plein de frissons dans mon corps, j'ai senti une petite dissociation qui commençait à être là, et j'ai dû me ramener. J'ai dû faire une pause après la vidéo, pas reprendre tout de suite l'écriture, m'orienter, aller vers une ressource. Je me souviens, j'ai posé ma main sur le radiateur, ça faisait de la chaleur. J'ai senti mon corps, puis mon corps qui est grand, qui est un corps d'adulte aujourd'hui, pour me rappeler que, ok, je suis plus un bébé, j'ai bu un petit peu d'eau, voilà, je me suis vraiment ramenée, parce que j'ai senti mon système partir. J'étais dans la mémoire implicite à ce moment-là. Je partais dans ma réponse de figement. Et ça, c'est un très bon signal, c'est un très bon signe. Si ça réagit dans le corps, ou que la nature, le rythme de tes pensées change en écoutant ces sujets-là, tu sais qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et je t'invite à prendre soin de toi, à faire des pauses dans l'écoute de cet épisode. Si les relations, c'est un gros morceau pour toi, c'est une bonne idée d'écouter l'épisode en plusieurs fois. Voire de laisser là où il est pour le moment. De pas l'écouter, ce sera pour plus tard. Donc c'est mon invitation là à arrêter l'épisode ici, pour toi, et à aller vers une ressource, si tu sens que ça commence déjà à remuer un peu à l'intérieur. Donc je reprends mes questions. Comment ne pas être un fardeau pour l'autre quand on a de l'anxiété? Comment se sentir digne d'être aimé avec une anxiété importante? Déjà, on va supprimer le mot fardeau de ton vocabulaire quand tu parles de toi. Intellectuellement, sépare l'état de ton système nerveux de qui tu es, ce qu'on a dit au début. Et puis fais le travail sur la honte toxique. Parce que la question, elle vient de là. C'est un travail qu'on fait dans mon programme Arise aussi. Tu peux aller vers des modalités comme l'IFS, comme la Somatic Experiencing, qui marche très bien. Je vais dans mon deuxième cas de figure, je suis en couple et mon partenaire est anxieux. Donc les questions que j'ai eues ici, c'est comment co-réguler avec un partenaire en proie au stress chronique, comment gérer l'anxiété de son partenaire. Donc ici, je vais différencier les deux, je vais différencier l'anxiété et le stress chronique. Parce que dans l'anxiété, la personne, elle est déjà dans le trop, elle est déjà submergée. On est déjà dans la conséquence, en fait, quand j'ai de l'anxiété. Avec le stress chronique, on est encore dans la cause. On se souvient, le stress chronique, c'est une des 3 formes de trauma. On a le trauma de choc, on a le trauma développemental et on a le stress chronique. Pourquoi le stress chronique fait partie des 3 types de trauma? Parce qu'il limite une menace constante. Dans le stress chronique, il y a une tension constante. Et ici, je vais faire le parallèle avec le trauma développemental, qui englobe tous les traumatismes qui ont été vécus dans nos années de développement, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans, en fait, jusqu'à ce que le cortex préfrontal il soit complètement formé. Et souvent, on voit ce phénomène. Si j'ai grandi dans un environnement avec une tension constante, moi, j'ai parlé souvent de mon foyer, où il y avait quelqu'un qui pouvait exploser à tout moment, il y a une tension constante. Souvent, ce que je vais faire, c'est qu'inconsciemment, je vais recréer cette tension dans ma vie en recherchant un mode de vie, un travail, des situations ou même une relation qui reproduit cette tension constante, qui me garde dans un stress chronique. Un travail hyper exigeant, être en relation avec une personne qui n'est pas safe, ce qu'on appelle les relations toxiques, créer des situations financières difficiles, etc. Tout ce qui va pouvoir me garder dans le stress chronique, en fait. Donc la question, c'était comment co-réguler avec un partenaire en proie au stress chronique. La réponse, c'est tu ne peux pas. Enfin, tu peux, mais c'est toi qui peux prêter ton système nerveux régulé. C'est toi qui va être la source de la co-régulation. La régulation, elle ne va pas venir du partenaire en stress chronique. Parce que ton système nerveux, il va capter des signaux de danger, certainement pas des signaux de sécurité. Et donc la chose la plus puissante que tu puisses faire, en fait, c'est de travailler à cultiver, à construire ta régulation dans ton propre système nerveux. Parce que alors, ton système nerveux, il va envoyer les signaux de sécurité. Si ton ou ta partenaire est ouvert, tu peux lui partager ce que tu vois sur le fait qu'il ou elle est chroniquement stressé, partager comment ça te fait te sentir aussi, sans aller dans les accusations, bien sûr, mais proposer des ressources. Peut-être un thérapeute que tu connais, peut-être un podcast à écouter, une lecture, juste demander ce dont il ou elle a besoin aussi, déjà juste ça, amener du soutien. Dans le stress chronique, c'est l'état sympathique qui prédomine. Et l'état sympathique, il a besoin de soutien. Dans mon programme Arise, on travaille beaucoup avec des pratiques somatiques de soutien qui peuvent être intéressantes à proposer ici aussi. Mais le mot-clé ici, si toi tu veux être la source de la co-régulation, ça va être le soutien. Et pour pouvoir amener ça, tu as besoin de toi travailler à ta co-régulation et d'avoir tes limites en place. Je vais arriver sur le sujet des limites juste après.
La deuxième question, c'était comment gérer l'anxiété de son partenaire. Oublie l'envie de la gérer. Ici, même chose. Dans l'anxiété, on est plutôt du côté de l'hyperactivation, on a une domination sympathique, donc il n'y a rien à gérer. Il y a à nouveau ici à soutenir. Après, si la question c'est comment faire pour moi rester régulée, si par gérer t'entends ça, et je vais partir du principe que la question dans la question c'est celle-là, je dirais que c'est préserver des espaces qui sont vraiment à toi et t'assurer que ces distinctions fondamentales, que 2 distinctions fondamentales que je vais évoquer juste après, elles soient très claires dans ton système. Ces 2 distinctions, c'est fusion versus connexion et extérieur versus intérieur. Je m'explique. Le trauma développemental, le trauma tôt, voire très tôt dans la vie, il perturbe le rythme du système nerveux autonome. Ça, c'est le cas du bébé qui est déjà en figement parce qu'il y a du danger dans l'environnement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si les rythmes de notre système nerveux autonome ils sont perturbés? Notre attention, elle reste bloquée. Parce que le rythme du système nerveux autonome, c'est quoi? C'est je peux porter mon attention à l'intérieur, et puis à l'extérieur, et puis à l'intérieur, et puis à l'extérieur. Il y a toujours ce mouvement. Et ce qui se passe quand ça s'est perturbé, c'est que notre attention, elle reste bloquée. Elle peut rester bloquée à l'extérieur. Et là, c'est plutôt le système nerveux sympathique qui fait ça. On n'arrive pas à revenir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est les personnes qui font tout pour jamais être seules, qui veulent jamais être désœuvrées, qui veulent jamais ralentir. Il faut toujours qu'on soit tourné vers l'extérieur. Ça, c'était moi pendant longtemps. J'ai déjà dit que je pouvais pas aller juste marcher seule sans écouter un podcast, sans avoir quelqu'un au téléphone même. C'était pas possible. Mon attention, elle était complètement bloquée à l'extérieur. Ou elle peut être bloquée à l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est trop, en fait. Ça, c'est les personnes pour qui, justement, tout est vite trop. Les stimuli sensoriels, les conversations, la connexion avec quelqu'un d'autre, c'est vite trop. Et donc, ils sont bloqués plutôt à l'intérieur. Voilà, quand j'en parle, si un de ces 2 types de comportements peut-être te parle. Moi, j'avais un petit peu des 2. Je vois que selon les moments, c'était l'un ou l'autre. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que c'est cette capacité à être présent à la fois avec mon intérieur et à la fois avec l'environnement qui m'entoure, qui m'est volé par le trauma. Or, ces allers-retours entre soi et les autres, entre soi et mon environnement, je l'ai dit, ça c'est le rythme du système nerveux autonome. Et c'est ça qui est perturbé. Et autre chose qui nous est volée par le trauma, c'est cette capacité à distinguer ce qui vient de moi, donc de l'intérieur, et ce qui vient des autres ou de l'environnement, de l'extérieur. Pourquoi? Parce que la barrière de protection que constitue le système nerveux, elle est fragilisée. Donc il nous faut réapprendre à distinguer. Il faut recréer cette distinction de ce qui m'appartient versus de ce qui est à l'extérieur. Il me faut réapprendre à entrer en connexion avec l'autre en tant que personne bien séparée, sans fusionner avec la personne. Je peux être en connexion avec toi tout en étant moi. J'ai pas besoin de prendre ton anxiété sur moi, j'ai pas besoin de porter tes soucis, j'ai pas besoin de répondre à chacun de tes besoins, d'être tout le temps d'accord avec toi, d'adopter tes opinions, etc. Ça, c'est la réponse de Phoning. J'ai pas besoin de ça. On est 2 êtres très distingués. On peut entrer en connexion et on peut être en connexion très proche, très très proche. Mais il y a moi et il y a toi. Donc ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Entrer en connexion avec l'autre en checkant avec ton système que tu es toujours bien à l'intérieur de toi, sans être fusionné. Et en gardant une grande conscience de l'environnement qui t'entoure et de tes ressources à toi. Il n'y a que comme ça que tu pourras être un soutien pour l'autre et garder ta santé mentale intacte dans le processus. Je vais passer au 3e cas de figure. Je suis en couple et nous sommes tous les 2 anxieux. Mais avant ça, on fait une petite pause et je t'invite à faire un petit check-in de tes sensations, voir comment ça va. Est-ce que tu es toujours présent, présente? Est-ce que tu t'étais un peu dissocié? Est-ce que tu étais là, mais que tu écoutais sans écouter? Prends le temps de te réorienter. Est-ce que tu as perdu le contact avec l'environnement autour de toi? Voilà, prends le temps ici, on fait une pause. Voilà aussi pourquoi je l'ai mis en 2 parties cet épisode, parce qu'on n'en fait pas trop d'un coup sur l'attachement. On titre, on y va doucement. Ok, donc 3e cas de figure, je suis en couple et nous sommes tous les 2 anxieux. Comment vivre? Alors la question c'était comment vivre ensemble au quotidien quand on est 2 profils anxieux. Ici la réponse elle va rejoindre un petit peu celle de la question précédente, c'est devenir très clair dans ton système. Dans ton système, ça veut dire vraiment au niveau somatique, dans le corps, ressentir la différence entre connexion et fusion. Sinon, si vous êtes tous les 2 anxieux, ça c'est la recette pour que ça explose comme un volcan. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. Le sujet ici, le sujet de cette question, c'est le sujet des limites, en fait. C'est le sujet de moi, je suis moi, toi, tu es toi. Et je dois m'assurer
que mes limites, elles soient en place pour répondre à mes besoins, pour soutenir ma propre réponse sympathique. Parce que dans l'anxiété, je suis dans ma propre réponse sympathique et pour pouvoir retrouver mon chemin vers le ventral. Et prenons un moment où, disons, on est tous les deux dans notre anxiété. Ok, on est tous les deux dans notre réponse sympathique. Moi, je me régule, je fais ce travail et je vais pour entrer à nouveau en connexion avec mon partenaire et je sens que l'autre, il est encore complètement dérégulé. Ici, j'ai 2 options. Soit j'ai assez de régulation dans mon système pour offrir de la co-régulation, soit je sens que c'est encore fragile à l'intérieur de moi et je choisis consciemment de me déconnecter et de revenir plus tard. Ça, moi, ça a été un long chemin de pouvoir sentir ça à l'intérieur de moi. Avant, je revenais, souvent c'est moi qui co-régulais, c'est moi qui me régulais d'abord, et je revenais, mais c'était encore très fragile, et du coup, j'étais réemportée dans la tempête. Et donc ça a été vraiment, mon travail, c'était vraiment de cultiver ce que j'appelle l'art du demi-tour. Ok, je m'approche, je sens que c'est encore fragile en moi, je fais demi-tour, plus tard. Et c'est ok en fait ça. Et moi, je conseille vraiment aussi de partager ce travail. Je pense qu'en couple, c'est vraiment important. Après, évidemment, ça dépend si l'autre personne est ouverte ou pas. Mais je sais que voilà, avec mon mari, on a eu énormément d'anxiété à des moments différents de notre vie. Parfois au même moment, mais plutôt à des moments différents. Et lui, il a beaucoup suivi ce que moi j'ai fait. Ah, tu fais de l'IFS, je vais faire de l'IFS. Ah, t'as fait psyché, je vais faire psyché. Il a fait la même formation de psyché pour lui, par exemple. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir tous les deux notre chemin, en fait. Notre chemin de guérison. Et on se rencontre. Okay. Le chemin, il est ensemble, mais les responsabilités, elles sont séparées. Ça, c'est vraiment important pour moi et c'est vraiment important pour nous. Et parfois, c'est chaotique, honnêtement. C'est chaotique parce que dans ce chemin de guérison, on vient remuer des choses à l'intérieur de nous, on peut se trouver irritable, on peut se trouver un peu on edge sur le fil, mais c'est hyper beau en même temps d'être sur ce chemin de guérison à deux, et c'est hyper beau si on peut cultiver cette capacité à se donner de l'espace, et cette capacité à sentir dans mon propre système, est-ce que je suis vraiment prêt pour revenir dans la connexion là, ou est-ce que j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Et un conseil pour moi, ce serait aussi de vraiment être chacune attentive à votre capacité. Nous, nos moments les plus difficiles, ça a été quand le stress, il est venu s'inviter au même moment pour nous deux, en fait, et qu'on perdait de vue l'espace de la relation, en fait, qu'on s'y investissait plus du tout. 1, 2, 3, qu'on ne s'y investissait plus du tout. C'est difficile à dire ça. Parce qu'on était complètement consumés, en fait, l'un et l'autre par les circonstances extérieures, par nos activités respectives, en l'occurrence parce qu'on est tous les deux entrepreneurs. Donc nous, une de nos grandes questions, ça a été comment est-ce qu'on fait quand on a tous les deux des périodes intenses en même temps pour cultiver l'espace de la relation. Et là, dans ces moments-là, et c'est ça qui a été super difficile pour nous à l'automne cette année, et c'est là où c'est passé de quelque chose de très intellectuel, de oui, il faut cultiver la relation comme un jardin et tout ça, que je savais ici, mais où là, j'ai vraiment dû le mettre en pratique à l'automne dernier. Et ce qui était utile pour nous, après voilà, là c'est vraiment plus de l'expérience personnelle, mais ce qui était utile pour nous, c'était d'avoir des accords, en fait, un petit peu des grands principes si vous êtes toutes les deux, ouvertes à ça. Nous, on a un accord, par exemple, c'est quoi qu'il arrive, on prend nos repas ensemble, parce qu'on bosse de la maison, et il n'y a pas de téléphone à table. Et ça nous assure des moments de vraie connexion, parce que c'est ça qui est vraiment nourrissant, en fait, dans la journée, des moments de vraie connexion, même dans des périodes de travail intense. C'est un exemple, parmi d'autres. Ah, et je réalise qu'ici, du coup, j'avais répondu à la question sur la libido. Parfait. Parce qu'effectivement, anxiété, stress chronique, période de travail chargée, tout ça, ça fait pas bon ménage, généralement, avec la libido. Et peut-être 3 choses ici qui peuvent aider et que nous, on aime bien faire aussi. La première, ça va être formuler à haute voix. En parler de l'intimité. C'est pas top en ce moment. Moi, ce qui peut m'aider aussi, c'est vraiment de rappeler la timeline, se rappeler que ça va pas toujours être comme ça, que cette période de travail chargée, elle va se terminer, donc ok, ça va aller mieux, je sais pas, dans 2 semaines. Et ça, c'est pas innocent, parce que le trauma, il nous fait perdre ça aussi. Il nous fait perdre ce sens de ok, demain sera un jour meilleur, ou la semaine prochaine ça ira mieux, ou ça va aller mieux. En fait, c'est pas pour toujours que c'est difficile. Et quand il y a eu du trauma, quand il y a de la dérégulation, on a tendance à croire ça, que ça va être pour toujours. Donc, rappeler la timeline, moi, ça m'aide. Et vraiment se parler, et c'est pas facile. Parce que souvent, il y a un gros couplage avec la honte. Je parlais de la honte toxique tout à l'heure, quand on n'a pas envie d'intimité.
je suis pas normale, pourquoi j'arrive pas à faire comme tout le monde, etc. Il peut y avoir de la colère contre l'autre aussi. Peut-être que l'autre a envie et lui, il est blessé. Donc, c'est vraiment pas un espace confortable. Ce qui peut aider, c'est de passer par écrit aussi. Chacun va de son côté. Et déjà, ça fait baisser l'intensité. Ça donne le temps de mettre ses pensées en ordre. Et les pensées dans le désordre, c'est associé au trauma, ça. Quand je suis dans ma réponse traumatique, mon cortex préfrontal, il est plus en ligne. Donc, j'arrive plus à mettre mes pensées en ordre. Donc, déjà, ça va aider. Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est une cartographie des parts de moi qui sont là. Et parfois, quand c'est même vraiment très difficile, je vais juste montrer ma cartographie à mon mari. Pas pour qu'il commente ou quoi, mais juste, j'arrive pas à parler, voilà tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est hyper intense pour moi. Et souvent, ça amène énormément de compassion, en fait. De pouvoir voir dans l'autre, ah ouais, t'as cette part-là qui est en colère, il y a cette part qui est en honte, ah ouais, pas étonnant que ce soit vraiment intense, ok. Et ça fait redescendre un petit peu. Et ce qui peut aider aussi, c'est de changer d'environnement. Nous, on va facilement faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on relationne avec notre environnement en permanence et ça peut vraiment changer la dynamique des choses, de juste changer d'endroit. Prévoir un moment pour pouvoir aller dans un endroit qu'on aime tous les deux et souvent qui est plus neutre aussi que la maison où toutes les tensions qui se sont passées dans ce lieu-là, elles se cristallisent. Donc ça peut vraiment aider à changer la dynamique aussi. Il y avait une question sur comment se joue la dérégulation dans un couple où les deux personnes ont de l'anxiété. Donc ici, j'ai répondu, c'est le phénomène de la neuroception en fait. Les deux vont capter finalement les signaux de danger chez l'autre et ça escalade et ça dérégule. C'est la corrégulation mais dans l'autre sens en fait. C'est la co-dérégulation au lieu de la corrégulation. Et puis une autre question, ça sera la dernière pour cet épisode. Comment faire fonctionner un couple où l'un a un attachement plutôt évitant et l'autre plutôt anxieux ? Merci pour cette question, c'est le schéma classique et ça sera quasiment tout le temps comme ça en fait, puisque l'attachement c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. On a tous, en fait, à partir du moment où il y a de la dérégulation, on a tous un attachement désorganisé avec une tendance, avec une dominante ou anxieuse ou évitante. L'attachement, les styles d'attachement, c'est pas pour se remettre une énième étiquette, je t'invite plutôt à y penser comme ça. Soit j'ai un attachement sécure, soit j'ai pas un attachement sécure. Et si j'ai pas un attachement sécure, j'ai un attachement désorganisé avec une grande tendance. Ok ? Je vais te donner mon exemple pour illustrer ici, c'est toujours plus parlant. Moi, j'ai un attachement désorganisé à tendance évitante, par exemple. Donc, j'illustre ça, ça veut dire quoi ? Ça se traduit comment ? Mon premier réflexe, quand il y a une tension, moi, c'est de prendre la fuite. Je ne vais pas au conflit. Je prends la fuite et j'imagine déjà comment ça serait de vivre sans mon mari, qui va prendre le chien, la timeline du déménagement, tout. Mon cerveau, il va directement là-dedans, et maintenant je connais très bien cette réponse. Mon cerveau, il fait ça pour me protéger. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de mes parts protectrices qui sont en mode, ok, si tu l'as déjà imaginé, tu vas être préparé, ça sera moins douloureux. Et ce que je sens dans le corps, dans ces moments-là, il y a de la tension, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a une forme d'engourdissement, d'anesthésie en même temps, parce que la tristesse, elle est tellement profonde que ça me submergerait. Donc il y a cette anesthésie en même temps, et cet engourdissement, ouais. Et en même temps, il y a de la tension, c'est vraiment une armure, quoi. Je suis fort, je peux le faire. Dans la tête, il y a une forme de déni aussi. Je peux y arriver toute seule, j'ai pas besoin de lui, ça va être toutes ces pensées-là. Et ça, cette tendance plutôt évitante, c'était mon chemin, c'était mon autoroute neuroplastique quand la tension monte. Mais ça, c'était dans ma relation précédente. Parce que j'étais avec un partenaire qui avait un attachement anxieux, qui lui, quand il y avait de la tension, quand il y avait du conflit, voulait en parler, voulait surtout rester connecté à tout prix pendant les disputes. Et donc moi, bien sûr, ça faisait ressortir mon attachement évitant parce que c'était beaucoup trop pour moi. Moi, j'avais besoin de prendre la fuite. Aujourd'hui, c'est différent parce que je suis avec quelqu'un qui va dans la forme extrême de fuite, en fait, qui est même pas la fuite, qui est un effondrement. Lui, il va pas dans son sympathique, il passe très peu de temps en sympathique quand il y a de la dispute, quand il y a de la tension. Il va tout de suite dans cet état dorsal. Dès que la dispute, elle devient un petit peu intense. Et vraiment, il va littéralement en état dorsal. Ça veut dire que d'un coup, il ressent une immense fatigue. Il me dit « Oh, I'm so tired, je suis trop fatiguée. » Il se met au lit et il ne peut plus parler. Et ça, au début, c'était terrible pour moi. et je pouvais pas le comprendre, mais c'est une réponse d'effondrement qui est hyper intense. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe pour moi, pour mon système ? Je me retrouve toute seule avec toute l'intensité émotionnelle. Et là, c'est mon côté anxieux qui ressort. Plutôt mon attachement anxieux qui ressort. J'essaie à tout prix de le sortir de son effondrement. Je sens la peur, je sens la colère contre lui, contre son état qui nous empêche d'aller dans la réparation. Je sens le besoin de connexion, je sens le besoin de réparer super vite
aussi. Sauf que lui, cette réponse d'effondrement, quand elle est extrême, quand il y a vraiment une grosse dispute, il met littéralement des heures à sortir. Il faut qu'il dorme 3-4 heures. C'est vraiment super intense. Donc moi, je reste avec ça pendant ce moment-là. Et j'ai appris à travailler avec ça. J'ai appris à être OK avec cette déconnexion dans ce moment-là et à aller vers mes ressources et à prendre soin de mon système dans ce moment-là. Je donne ces exemples parce que je les trouve assez parlants puis assez flagrants sur la façon dont les deux tendances, elles vont être activées par la réponse de l'autre en fonction de la personne, en fonction de la situation. Donc, l'invitation, c'est d'explorer ça pour toi-même et tu vas sûrement te rendre compte qu'il y a des cas de figure où tu es plutôt dans l'attachement évitant et puis il y a des cas de figure où tu es plutôt dans l'attachement anxieux. On est tous et toutes désorganisés avec une tendance. Ou tu as un attachement sécure, et ça c'est génial, c'est le Graal. Et si tu es en relation avec quelqu'un qui a un attachement sécure, qui a eu ce solide câblage primaire, ce bon attachement, essaie de sentir ça, essaie de t'en nourrir, essaie de sentir en dessous de la perception consciente, vraiment au niveau de la neuroception, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette ressource? Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces signaux de sécurité dans la relation? Essaie de les sentir dans le corps. C'est un beau cadeau, ça. On s'intéresse beaucoup à notre dérégulation et qu'est-ce que ça fait dans le corps, mais on peut aussi s'intéresser aux ressources qu'il y a. Et même si je suis avec quelqu'un qui a un attachement désorganisé, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas, parce que c'est la plupart d'entre nous, dans les moments où il y a de la corrégulation, dans les moments où l'attachement il est sécure parce que ça va, nourrissons-nous de ça. C'est vraiment important. Deb Dana, elle dit, repérer ces étincelles de ventral, c'est aussi important, voire plus important que ce qui déclenche le ventral en lui-même, en fait. C'est cette capacité à le capter. Cet état ventral, cet état de connexion, de sécurité, ces signaux de sécurité. Pour moi, le travail sur l'attachement, c'est un travail constant. J'y travaille toujours, je travaille à ces rythmes de connexion et de déconnexion. Avec mon mari, j'essaie vraiment d'y prêter attention. Et c'est important parce que c'est ça qui a été perturbé dans l'attachement dès le début de la vie. Ces rythmes de connexion et de déconnexion qui n'étaient pas les bons. Pas les bons pour le bébé, pas les bons pour le petit enfant qu'on était, en fait. Et donc, prêter attention à ça, à ces rythmes-là, ce sera immensément, immensément guérisseur. C'est ce que je disais, ce qui a été décousu, défait, déconnecté en relation, ça va se réparer en relation. Maintenant, je peux vraiment sentir un calme, une solidité que je connaissais pas, par exemple, quand mon mari part dans une soirée sans moi, ou part toute une journée. Avant, ça, c'était difficile. Donc, je reviens de loin. Je suis plus calme aussi quand il va dans sa réponse d'effondrement. Je suis davantage capable de lui donner de l'espace. Je le disais, je suis capable d'aller initier la réparation. Aussi, ce que j'étais incapable de faire avant. Avant, c'était toujours lui qui devait revenir vers moi. Après une dispute, je pouvais jamais revenir. Maintenant, si. Ça, c'était mon attachement évitant qui prenait toute la place. Maintenant, si, c'est possible pour moi. Donc, de façon générale, j'ai beaucoup plus le choix de mes réponses. Ce que je sens aussi, c'est que je peux vivre l'intimité, et ça, on peut commencer, quand on commence à avoir plus de régulation, on peut commencer à vivre l'intimité dans la relation en écoutant vraiment l'autre, en étant vraiment là pour l'autre, sans être uniquement aux prises avec notre propre monde, avec notre propre dérégulation. On va arriver aussi de mieux en mieux à poser des limites avec le monde extérieur quand on commence à sentir que l'espace de la relation, il en pâtit, il en souffre et qu'on l'a peut-être un peu négligé pendant un moment. Et tout ça, c'est une question de rythme, en fait. Tout ça, c'est le résultat du travail qu'on fait chacun de notre côté et qu'on amène dans cette relation dont on choisit de prendre soin. Et moi, je pense qu'on doit renouveler ce choix tous les jours. Le thérapeute que je vais voir en thérapie crânio-sacrée, il dit toujours on doit se lever tous les matins, regarder, enfin se réveiller, pas se lever encore, se réveiller, regarder l'oreiller à côté de nous et dire oh, j'ai de la chance de me réveiller à côté de toi. Et j'aime beaucoup cette image parce que ça illustre vraiment ce choix quotidien qui doit être renouvelé et de faire le travail sur moi avec mon propre système nerveux et d'apporter ça vraiment comme un cadeau en fait dans la relation. Après le sujet du couple, on continue notre épisode sur l'attachement avec les tant attendus styles d'attachement. T'en as sûrement déjà entendu parler parce que justement, ils sont parlants, ces styles d'attachement. Et ils nous permettent de nous comprendre, ils nous permettent de dire « Ah, ça c'est moi, ah, je comprends mieux ». Et déjà, ça enlève une couche de honte, de culpabilité quant aux réactions qu'on peut avoir en relation qui, voilà, soyons honnêtes, parfois, souvent, ne sont pas toujours les meilleures, surtout quand on est activé. Donc, et c'est ok,
nous sommes tous et toutes humains. Donc, on y va sur les styles d'attachement. Ici, je vais faire l'avertissement que je fais à chaque fois que je parle de la relation parent-enfant. Et quand on parle d'attachement et quand on parle système nerveux, on en parle nécessairement. Si tu es parent, cet épisode peut activer des parts de toi qui se sentent coupables, peut-être de ne pas avoir assez bien fait, de ne pas avoir su avant, ou des parts en colère que ce travail soit pas plus répandu et que tu n'aies pas été mieux informé par ceux qui auraient dû le faire, qui auraient dû t'informer. Si tu n'es pas encore parent, ça peut activer des parts de toi perfectionnistes peut-être, qui veulent cocher toutes les cases dans la parentalité, ou des parts qui ont peur de ne pas y arriver. Voilà, ces épisodes de podcast, ils seront véritablement guérisseurs pour toi si tu fais de la place à toutes ces parts qui émergent quand t'écoutes, si t'amènes de la conscience sur là où ton système veut t'emmener, quand t'entends certaines choses, certaines histoires, voilà, que tu rencontres certains concepts, être vraiment à l'écoute de ça. Donc, mon invitation ici, c'est fais de la place pour ça. Si tu le peux, peut-être même écris-le quelque part quand il y a des choses qui sont activées pour pouvoir l'amener en thérapie si tu es en thérapie, pour en garder des notes pour quand tu feras Arise peut-être si t'as ça dans les cartons de faire Arise un jour ou tout autre chemin de guérison sur lequel t'es en ce moment. Tu peux aussi écouter juste avec ta tête et peut-être que c'est la capacité que tu as aujourd'hui et que si ça descendait dans le corps, justement, ce sujet de l'attachement, ce serait trop aujourd'hui. Et ça, c'est super d'en avoir conscience. Dans ce cas, écoute juste avec ta tête, mais en amenant de la conscience sur le fait que c'est ça qui est disponible pour le moment et avec la confiance que plus tu travailles sur ta capacité, plus tu travailles à augmenter cette capacité de présence avec ce qui émerge en toi, plus il y a des chances pour que ça change dans le futur. C'est super dur à dire ça. Plus il y a des chances que ça change. Les chaussettes de l'archiduchesse. Alright, c'est parti. On va commencer avec le Graal, l'attachement sécure. L'attachement sécure, il va se développer quand ? Il va se développer quand il y a les éléments suivants, là que je vais évoquer. Il y a un environnement parental et un environnement de soins qui est suffisamment positif, qui est safe, ok, donc qui est source de sécurité, et ça donne cette confiance de base. On pourrait le voir comme une fondation vraiment solide, l'environnement dans lequel est l'enfant. Et cet environnement, il est fait de quoi ? Il est fait de parents qui sont présents, qui sont protecteurs, qui sont cohérents, qui sont disponibles en cas de besoin. C'est vraiment des régulateurs. En fait, c'est ces adultes régulateurs. On se souvient que l'enfant, il ne peut pas se réguler lui-même. Donc, on a ces régulateurs qui sont là, qui sont capables de calmer, d'apaiser l'enfant s'il en a besoin, ou de le stimuler quand il en a besoin aussi. La communication, du coup, elle est fluide et puis elle est prévisible aussi, surtout. Il y a vraiment, dans l'attachement sécure, ce truc de l'enfant, il sait à quoi s'attendre. La communication, elle est prévisible, elle est sensible, ils sont à l'écoute, les parents. Et il y a de l'intérêt pour l'état d'esprit de l'enfant. Ok, dans quoi est-ce que tu es là maintenant ? Et comment je peux venir te rencontrer là où tu es ? Et s'il y a un désaccord, s'il y a un conflit, ça peut arriver, les parents, ils savent comment aller dans la réparation. Donc comment initier la réparation, ça c'est d'un côté, de leur côté, comment est-ce que je vais initier la réparation avec l'enfant, et de l'autre côté, comment est-ce que je peux recevoir les tentatives de réparation de l'enfant. Donc il y a l'espace qui est fait pour la réparation quand il y a eu ce qu'on appelle une rupture dans l'attachement. Et puis il y a tous ces éléments plus concrets du toucher. Par exemple, un toucher vraiment nourrissant, peut-être du pot à pot, la prosodie dans la voix. La prosodie dans la voix, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir différentes intonations dans la voix. Là, j'ai de la prosodie dans ma voix actuellement. Si je parlais comme ça, il n'y aurait pas de prosodie dans ma voix et ça serait vraiment difficile pour vous de m'écouter. Ok, ça c'est sans prosodie dans la voix. Donc vous voyez que ça envoie vraiment un message de danger au système nerveux, le fait de parler comme ça. Donc il y a de la prosodie dans la voix et ça, on le fait naturellement avec les bébés. Pense à comment tu parles à un bébé. On fait naturellement ça. Donc il y a du toucher, il y a de la prosodie, il y a ce que Diane Pouleller, elle appelle ce regard brillant du parent, voilà, qui dit à l'enfant, même par le regard, t'es spécial pour moi, je suis heureuse, heureux que tu sois là, etc. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et puis du coup, adulte, après les ramifications à l'âge adulte, ça donne quoi ? Les adultes qui ont un attachement sécure, ils font, Diane Pouleller, elle dit, ils font preuve d'un optimisme réaliste. Donc, ils sont pragmatiques et en même temps très capables de voir le bon côté des choses. Souvent, c'est des personnes qui ont très bonne capacité de communication, parce que ça leur a été transmis, en fait. Cette communication fluide, prévisible, sensible, le fait d'être à l'écoute, c'est quelque chose qu'ils ont intégré
en fait. Et pas nécessairement là au niveau de la tête, mais aussi absorbé dans le corps parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. C'est ce qui est familier. Donc une grande capacité de communication, puis d'harmonisation, de créer l'harmonie dans l'environnement où ils sont. Ils ont une grande résilience au stress, ces personnes-là, aussi en particulier dans les relations. Donc quand il y a un conflit, ça va être des personnes qui vont être capables, encore une fois, d'initier la réparation, de recevoir les tentatives de réparation de l'autre, et qui sont grandement capables aussi de garder leur sang-froid quand les choses commencent à chauffer un petit peu, ça peut arriver. Et le dernier point qui sera important aussi, c'est que c'est des personnes qui ont une neuroception qui est pertinente. On sait que quand il y a des régulations dans le système nerveux, notamment quand il y a de l'anxiété, ça vient de quoi ? Ça vient d'une neuroception, ce qu'on appelle une neuroception erronée. Donc cette caractéristique qu'a le système nerveux de venir scanner comme ça notre environnement, il le fait de façon inconsciente, c'est ce qu'on appelle la neuroception. Ce scan permanent du système nerveux qui scanne notre environnement, qui scanne en relation aussi ce qui est en train de se passer. Et quand il y a une neuroception erronée, c'est un système qui a tendance à tout classer dans la catégorie danger. Les personnes qui ont un attachement sécure, elles ont une détection du danger qui est fonctionnelle, en fait. Elles peuvent voir quand il y a vraiment danger, et elles peuvent voir quand elles sont en sécurité. Il y a les deux qui sont disponibles. Donc il y a une neuroception qui est pertinente et qui correspond au moment présent. Et ça peut vouloir dire dans les relations, par exemple, si on parle d'attachement, pouvoir donner le bénéfice du doute à quelqu'un quand c'est nécessaire, par exemple. Pas toujours s'imaginer le pire. Et ça, on pourra y revenir. S'imaginer le pire, c'est vraiment une caractéristique de l'attachement anxieux, par exemple, qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a dans l'attachement sécure. Voilà, donc ça, c'est l'attachement sécure, c'est le Graal de l'attachement dont on bénéficie si on a eu un environnement parental qui était assez sûr, assez prévisible, assez bon, assez solide, assez sensible, assez à l'écoute. Aujourd'hui, malheureusement, on est peu à avoir cet attachement vraiment sécure. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'a, mais c'est un petit peu une déformation professionnelle parce que toutes les personnes qui viennent à moi, c'est pour travailler sur leur système nerveux. Donc, voilà, moi, j'ai à peu près 0% des personnes qui viennent à moi qui ont un attachement sécure. Donc, allons dans... Si j'ai pas un attachement sécure, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un attachement qui n'est pas sécure. Okay, et ça, je veux insister là-dessus. Je vais parler des styles d'attachement. Donc, je vais parler de l'attachement évitant dans cet épisode. Et puis, je parlerai de l'attachement anxieux et de l'attachement désorganisé, qui est un mix, en fait, de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant dans le prochain épisode. Mais en fait, finalement, soit j'ai un attachement sécure, soit j'ai pas d'attachement sécure. Okay, n'utilisons pas les styles d'attachement pour nous remettre encore dans une énième catégorie. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt de pouvoir... et c'est pour ça que là, je vais aller assez dans le détail. C'est plutôt de pouvoir dire « Ah, ouais, tiens, ça, c'était lié à l'attachement. Waouh ! J'avais pas réalisé que ça pouvait être lié à mon attachement primaire, à ce câblage primaire de mon système nerveux. » Et pourtant, moi, il y a plein de choses quand j'ai... voilà, là, je vais aller un petit peu dans le détail de l'attachement évitant, qui est, moi, ma dominante. Il y a plein de choses que j'avais pas du tout réalisées qui étaient liées à l'attachement évitant. Et pourtant, donc c'est plus... ça, la démarche, c'est pas de s'étiqueter pour se mettre dans une catégorie, c'est plus de pouvoir reconnaître « Ah, ok, et du coup, ça sera intéressant pour moi de venir travailler sur l'attachement, sur le système nerveux. Ça peut agir aussi à ces endroits-là de ma vie. » Et puis, ça peut vraiment permettre de se déculpabiliser aussi, de déculpabiliser certains comportements, peut-être qu'on peut avoir certains endroits où on se sent bloqué, de dire « Ah oui, ok, ça vient de là. » Et de dire « Voilà, c'est possible de changer. » Parce que le message aussi avec les styles d'attachement, c'est que c'est possible pour nous tous et pour nous toutes de retrouver notre chemin vers un attachement sécure. Sinon, on ferait même pas, ça servira à rien que je fasse cet épisode de podcast si c'était pour dire c'est comme ça et pas autrement. L'idée, c'est de pouvoir dire, ah ok, peut-être je suis à dominante, évitante là maintenant, mais je vais pouvoir retrouver mon chemin vers l'attachement sécure. Donc de façon générale, soit en attachement sécure, soit on n'a pas un attachement sécure, et donc on est tous, en gros, désorganisés, plus ou moins, on a tous un mélange d'évitant ou d'anxieux, mais avec une grande tendance. Donc c'est parti avec l'attachement évitant. Quel type de parentalité, quel environnement parental peut contribuer à un attachement évitant ? Alors, ça va être des parents plutôt distants, même pas plutôt, carrément même, des parents distants ou absents sur le plan affectif. Potentiellement même négligents, voire hostiles, voire qui vont rejeter l'enfant dans certaines instances. Dans la parentalité qui peut contribuer à un attachement évitant, il n'y a pas d'efficacité et il n'y a pas de sensibilité aux besoins de l'enfant.
ok ? C'est des parents qui sont très peu sensibles à l'expression, à la communication envers l'enfant, et souvent la communication aussi, elle n'est pas adaptée à l'âge de l'enfant. Donc il y a une déconnexion, en fait, entre les besoins de l'enfant et entre la connexion qui pourrait être donnée, mais qui du coup n'est pas là. Ça peut être des enfants qui sont souvent laissés seuls aussi. De façon générale, c'est des parents qui sont pas disponibles pour cette fameuse co-régulation dont a besoin un bébé, un tout petit enfant, un enfant. Donc le mot-clé dans la parentalité qui peut contribuer à l'attachement évitant, c'est vraiment l'indisponibilité. Et même si les parents sont là, ils réussissent pas à entrer en connexion avec l'enfant. Et je dis bien ils ne réussissent pas parce qu'on va le voir, notre style d'attachement, c'est une adaptation, c'est pas un choix. Donc des parents qui sont eux-mêmes évitants, pour eux, c'est dangereux la connexion. Une mère qui est en proie à une dépression postpartum vraiment profonde, elle est incapable, elle peut pas aller connecter avec son enfant. Donc c'est pas juste je veux pas connecter avec mon enfant ou c'est pas je suis négligent parce que je veux être négligent. Souvent, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est pas ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant ? L'enfant, il va apprendre par nécessité à s'autoréguler. S'il n'y a pas de co-régulation, eh ben, il va apprendre à s'autoréguler. Donc il va apprendre la déconnexion. Et encore une fois, cette déconnexion qu'il apprend, c'est une adaptation. C'est pas une décision. Son système nerveux, ce système nerveux de cet enfant-là, il n'a pas appris à réguler de manière interactive avec quelqu'un. Il n'a pas reçu ce contact nourrissant, il a pas reçu cette co-régulation qui lui permet de calmer son propre système nerveux. Donc par nécessité, il doit apprendre, lui, à s'autoréguler. L'enfant, il fait l'expérience en fait d'un monde où il est émotionnellement isolé de ses figures d'attachement. Donc, par exemple, il s'attend à ce que le parent soit là. Donc le parent, il peut être là, présent dans la pièce, par exemple, mais qu'il soit pas là avec lui. Qu'il soit là autour de lui, mais jamais vraiment avec lui. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça peut donner voilà, une forme de dissociation. Alors quand je dis la dissociation, c'est pas un gros mot, hein. C'est juste se dissocier de son corps parce que ce serait trop en fait, ce serait submergent de ressentir ce besoin de connexion, puis rien ne vient. C'est comme dans Barbe Bleue, quoi, rien ne vient. Que vois-tu, rien ne vient. Ok ? Donc ce serait beaucoup trop et donc l'enfant il apprend à se déconnecter de son corps, peut-être même un peu plus tard à se déconnecter de sa tête. Après on parlera de ce que ça engendre à l'âge adulte. Peut y avoir un grand besoin de solitude aussi, d'être vraiment seul, quitte à ce que je sois avec mon propre système. Et ben, dans l'attachement évitant, c'est comme si le système d'attachement il se retourne sur lui-même en fait. Il se ferme un petit peu sur lui-même. Et ça, c'est hyper, hyper smart. La nature est tellement bien faite là-dessus. Si on y pense, l'enfant, il sait, il y a cette sagesse interne de « je peux pas correctement me développer sans co-régulation ». Et vu que ça vient pas, je vais trouver une autre façon. Et donc, ça peut donner ça des enfants qui n'ont pas de besoin, par exemple, ou qui minimisent leurs besoins, ou leurs attentes, qui pensent qu'ils peuvent mieux faire par eux-mêmes. Moi, c'est intéressant, j'ai une dominante évitante dans mon système et je me souviens qu'à 7 ans, j'avais parlé hyper sérieusement au dîner à mes parents en leur disant « Moi, de toute façon, si je prends mon sac à dos et que je pars, je peux me débrouiller toute seule. » J'en étais persuadée. Et donc, bien sûr, ils ont ri et je m'en souviens encore de cet épisode-là où j'étais super vexée parce qu'ils avaient ri et que moi, j'étais persuadée que je pouvais faire mieux par moi-même, en fait. Ça peut donner beaucoup de réflexion, un enfant très dans sa tête, mais beaucoup dans la logique, dans l'analytique, et il n'y a pas de composante sensorielle, intuitive, il n'y a pas d'accès à ça. Il y a un manque de richesse ou de profondeur aussi dans la réflexion de soi. Et encore une fois, c'est pas négatif ici ce que je dis, ça s'explique au niveau du cerveau. Je vais l'expliquer juste après. C'est des enfants, et puis même après des ados, qui peuvent décrire vraiment un grand sentiment de je me sens seule, d'isolement et d'être différent des autres, d'être un extraterrestre, d'être même peut-être pas humain ou un paria. Et c'est des personnes qui peuvent donner l'expérience d'être assez robotiques. Genre comme des robots, des machines, pas d'émotion, surtout pas d'émotion, tout le temps dans l'analyse, tout le temps dans la logique. Et on a l'impression, du coup, les personnes évitantes, qu'elles sont pas sensibles. Mais c'est pas ça du tout. Donc ces derniers points-là, ça s'explique au niveau développemental, du développement du cerveau.
Ces personnes qui sont davantage dans la tête comme ça que dans le corps, on l'expliquera. Donc les ramifications après du coup à l'âge adulte. On l'a dit, l'attachement évitant, en tout cas l'environnement qui contribue à un attachement évitant, ça va produire ce désert émotionnel. Il n'y a pas de connexion par le regard, il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas de connexion par le toucher, il y a pas ce... Diane Pouleller, elle parle vraiment de ce contact qui nourrit, quoi, presque nutritionnel. Donc, il n'y a pas ça. C'est des personnes qui peuvent ne pas avoir des souvenirs très clairs de leur enfance aussi. On va le voir quand on va aller sur le cerveau. Parce que quand l'attachement, il est déficient, l'attachement et cette connexion émotionnelle, cette syntonie émotionnelle sont déficients, l'élaboration de la mémoire, elle est altérée. C'est les mêmes endroits où l'élaboration de la mémoire autobiographique, en tout cas, et du sens de soi dans le passé. Je vais revenir dessus. Les personnes qui ont une tendance plutôt évitante dans l'attachement, ça peut être des personnes qui croient énormément à l'indépendance, je peux y arriver tout seul, à l'autonomie, qui croient au travail acharné, aussi vraiment cette indépendance extrême presque qui exclut les relations, en fait, ou qui diminue grandement l'importance des relations. C'est des personnes qui vont minimiser l'importance des relations. Moi, j'ai pas besoin. J'ai besoin de personne. Et peut y avoir aussi ce sentiment vraiment de fierté du fait d'avoir besoin de personne. Moi, je connecte beaucoup à ça. C'était absolument moi, ça. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui vient avec ça, c'est que la confiance, elle est facilement trahie. Elle est facilement violée, la confiance. Il y a une tendance à s'attendre à être déçu, en fait, logiquement. À être déçu ou à être blessé par les autres. Parce que la connexion, elle est dangereuse, en fait. J'ai jamais reçu ça. C'est quoi ce truc? C'est tellement pas familier. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui fait un truc, dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, je l'avais dit, ça confirme que les relations, c'est dangereux. Moi, je l'ai énormément vécu dans l'entrepreneuriat, ça. Ça faisait des mois que je commençais à voir que j'avais besoin de quelqu'un, dans mon activité, par exemple. Et c'est ma sœur qui devait me rejoindre, on en avait pas mal parlé et tout ça. Elle était chef de projet par ailleurs, ingénieure mais chef de projet, donc ça pouvait matcher. Et ça a été hyper dur pour moi. Ça a pris des mois, déjà qu'elle me rejoigne, et c'était pas que parce que son travail la laissait pas partir et tout, c'était aussi moi, il y avait énormément de résistance de mon côté. Et au début, dès qu'elle faisait une erreur ou que les choses étaient pas bien faites, je sentais que là où mon cerveau, il voulait m'emmener, c'était dans le doute. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai bien fait? Etc. Et je connais très bien cette réponse en moi maintenant, alors je peux vite rediriger vers c'est le début, à moi de lui montrer correctement les choses. Aussi, il faut qu'on trouve notre flow, il faut qu'on retrouve notre rythme toutes les deux, etc. Mais la réponse automatique, qui serait la première réponse, c'est la première que j'ai décrite, du coup, c'est ce doute, est-ce que j'ai bien fait? Et c'est hyper puissant, ça, dans mon système. Hyper, hyper puissant. J'ai expérimenté plein de fois un sentiment de trahison vraiment profond. Pour des choses, mais minuscules. Et parfois, c'est même venu avec énormément d'anxiété. J'ai eu besoin de pleurer pour décharger, parce que c'était vraiment, vraiment intense. Et je sais même plus pourquoi. Vraiment, il y a un truc, une tâche minime, une chose qui devait être faite et qui n'était pas faite, parce qu'elle était en train de faire autre chose. Enfin, quelque chose vraiment, mais je pouvais voir cette autoroute neuroplastique, là où mon système il voulait m'emmener. Et là où mon système il veut m'emmener, c'est beaucoup plus sûr de se débrouiller par soi-même. Être en relation, il y a beaucoup plus de facteurs X et c'est beaucoup plus dangereux que si je le fais par moi-même, au moins je suis sûre. Et moi, je retrouve cette même tendance évitante dans les relations. Donc ça m'amène au point suivant. Ça peut être des personnes qui envoient des signaux à leur partenaire, en gros des signaux qui disent que j'ai pas besoin de toi. Des signaux qui disent je me sens bien aussi sans toi, j'ai pas besoin de toi, même si très souvent c'est loin d'être vrai, en fait. Mais le signal qu'on envoie, c'est ça. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est que les partenaires de quelqu'un qui ont une tendance évitante dans l'attachement, ils peuvent se sentir très vite dévalorisés, diminués, ils se sentent pas vus, comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et moi, quand j'ai étudié ça sur l'attachement évitant, j'étais là, waouh. Toutes les disputes qu'on a eues avec mon mari, c'était à cause de ça. Le fait que lui se sentait pas vu, pas valorisé par moi. Et moi, j'avais aucune idée que c'était en lien avec mon style d'attachement. Je lui disais toujours, mais il faut que tu travailles avec la part de toi qui se sent pas vue, etc. Et alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour moi, mais c'est toujours work in progress. Parce que j'ai ce besoin que moi j'ai d'être vue, ce besoin de connexion, mais qui n'a pas été là, il écrase encore souvent l'espace qu'il devrait y avoir pour que je puisse valoriser aussi mon partenaire.
dans ce moment-là. Et quand j'essaye de le faire quand même, c'est-à-dire quand j'essaye de dépasser ça, de « ok, je vais te montrer que t'es important pour moi » et tout ça, en faisant des efforts, en fait, donc juste avec ma tête, là, je vais à la rencontre, puis je connecte à la puissance de l'attachement, à la puissance de ce qui s'imprime tellement tôt dans notre système. Là, dans ces moments-là, je vis ce que j'ai appris et ce que je transmets, et qui est que l'énergie de survie gagne toujours. L'énergie de survie gagne toujours. Parce que c'est une énergie de survie. Donc c'est la plus forte énergie qu'il puisse y avoir. C'est comme une force irrésistible. Et parfois, j'aimerais spontanément pouvoir l'encourager, le remercier de tout ce qu'il fait pour moi, mon mari, etc. Et j'y arrive pas. Cognitivement, là, j'aimerais tellement le faire, et j'y arrive pas. Et c'est très vulnérable ce que je partage ici, parce que ça m'envoie souvent dans un espace où il y a beaucoup de honte. Et cognitivement, je sais qu'on a besoin d'équilibre, ou qu'on a besoin d'un certain équilibre qui nous convienne à tous les deux, dans le fait de s'encourager mutuellement, de se valoriser, de reconnaître ce que l'autre fait, de reconnaître ce que chacun apporte à la relation. Mais je vois que moi, je suis pas encore là où je voudrais être. Sur être initiatrice d'encouragement, de remerciement, etc. Naturellement, lui, il m'encourage beaucoup plus que moi je le fais pour lui. Et je me prends encore à dire des choses comme « Ah, ça, je l'ai construit toute seule », si je parle de mon activité, alors qu'il a été à mes côtés tout le long et que personne n'est self-made. C'est une légende, ça. Cognitivement, je sais que personne n'y arrive toute seule, mais j'ai encore besoin de sentir que je peux faire seule. Donc cognitivement, je sais que c'est pas le cas, mais dans mon système, j'ai encore besoin de sentir que je peux faire seule. Parce que ça me rassure. Que si demain il arrive quelque chose et que je me retrouve seule, donc il n'y a plus cet attachement, je peux continuer exactement de la même façon. Ce qui, encore une fois, ne serait pas possible. Mais mon système nerveux, il a besoin de croire, il a besoin de sentir ça. Et encore une fois, c'est tellement mieux qu'avant, quand je regarde. Mais c'est pas encore ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie de survie, elle gagne toujours. Dans l'attachement évitant, la déconnexion, parce que dans ces moments-là, je me déconnecte, en fait. Je vais dans ma tour d'argent où je peux tout faire toute seule. Voilà, et je sens d'ailleurs physiquement la déconnexion dans mon corps, dans ces moments-là. Je ressens ça comme une armure autour de mon corps. Au niveau des sensations, ça fait ça. Dans l'attachement évitant, là où je voulais en venir, c'est dans l'attachement évitant, la déconnexion, encore une fois, c'est pas un choix. C'est une adaptation. Et aujourd'hui, moi, je suis super OK avec ça. Je continue mon chemin. Je sais que je suis en train d'aller vers l'attachement sécure. Je sais que ce qui a mis des années à se faire va pas se défaire en une nuit. Et puis, dans notre relation, voilà, on en parle ensemble. Lui, il sait d'où je viens. Et lui, sa part du travail, qui est pas toujours évidente non plus, c'est de noter même les petits changements pour voir que ça bouge, pour pouvoir se nourrir de la valorisation quand elle est là. De se sentir vu et de vraiment pouvoir le sentir comme une ressource, en fait. Même si ça vient pas aussi fréquemment qu'il en aurait besoin. Et là, quand il y a ça, quand il y a énormément de conscience, quand il y a du partage, quand il y a de l'espace pour ça, c'est si guérisseur. Ce qui s'est défait en relation va se refaire en relation. Donc c'est tellement guérisseur dans ces moments-là. Voilà, j'ai raconté ma vie, encore une fois. Mais en même temps, c'est important d'avoir des exemples, d'illustrer et puis de montrer aussi que c'est un processus. C'est pas parce que je vous partage tous ces concepts sur l'attachement ici que j'ai plus du tout d'énergie de survie dans mon système à des moments ou que je suis dans un attachement super sécure à tous les endroits de ma relation. C'est pas vrai. Je sais que j'ai cette dominante évitante et je peux la voir encore à des endroits. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande conscience. Et on sait que quelque chose qui se répète en arrière-plan de notre conscience, dont on n'a pas conscience, c'est quelque chose qui se renforce, mais quelque chose qui se répète avec une grande conscience qu'on a posée dessus, c'est quelque chose qui est déjà en train de se délier, de se décharger, d'être libéré. Et je termine sur l'attachement évitant avec une petite partie sur le cerveau que j'ai annoncé un petit peu plus tôt. C'est hyper intéressant quand il n'y a pas eu de connexion nourrissante, comme c'est le cas dans l'attachement évitant. Les personnes, elles ont tendance à pas avoir de notion d'elles dans le passé. Je m'explique, ça c'est ce qu'on appelle l'autonoèse, c'est un mot un peu barbare, mais l'autonoèse c'est quoi ? C'est la capacité de l'esprit à s'engager dans un voyage mental dans le temps. Et ce qu'on pense, je vais revenir là-dessus juste après, ce qu'on pense c'est que la région du cerveau, dans l'hémisphère droit, qui est la plus importante pour l'attachement, c'est aussi la région du cerveau qui est médiatrice de cette conscience autonoétique, donc la conscience de l'autonoèse. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la conscience de soi,
la conscience d'un passé qu'on a personnellement expérimenté. Pas le passé de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe dans les personnes avec un attachement évitant. Elles peuvent donner ce sentiment, je l'ai dit, d'être un robot ou d'être insensible, parce qu'elles auront tendance à raconter leur passé, même terrible parfois, de façon très détachée. J'étais tout le temps tout seul, il y avait personne qui était jamais là pour moi, mes parents travaillaient tout le temps, je les voyais jamais, etc., etc. Quand il n'y a pas cette autonoèse, donc cette conscience de moi qui ai vécu quelque chose dans le passé, on peut savoir qu'un événement s'est produit, mais avoir aucune émotion associée, aucun sentiment de nous qui avons vécu cet événement dans le passé. De sorte qu'on a un souvenir factuel, mais il n'y a pas d'émotion. Et aussi, une deuxième chose qui est intéressante en termes de cerveau, c'est que les parties du cerveau qui sont responsables de la réception des engrammes, c'est les traces biologiques de la mémoire. Donc, les parties du cerveau qui reçoivent ces traces biologiques de la mémoire, c'est l'amygdale et le cortex qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Ce morceau-là du cerveau. Et ça, ces deux régions-là du cerveau, qu'est-ce qu'elles font ? Elles signalent que les expériences, elles sont chargées de valeur, qu'elles ont une signification émotionnelle et qu'elles sont mémorisables. En gros, elles tamponnent un peu les expériences comme importantes, significatives, et donc il faut qu'on les mémorise. Et l'hypothèse ici, c'est que les enfants qui ont eu cet environnement parental qui mène à un attachement évitant, donc qui se sont attachés de manière évitante, ils n'ont pas bénéficié d'assez d'implication émotionnelle et de connexion de la part des figures d'attachement pour pouvoir mobiliser ces deux régions-là, donc l'amygdale et le cortex orbitofrontal. De sorte que leur cerveau, il n'a pas pu étiqueter les relations comme significatives, comme quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'on a dit les adultes avec des attachements évitants, c'est des personnes qui vont avoir tendance à minimiser l'importance des relations. Je peux y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Et aussi, c'est des personnes qui savent ce qui leur est arrivé, mais qui n'ont pas conscience que « ah, c'est à moi que c'est arrivé ». Mais qui n'ont pas conscience dans le sens elles le sentent pas. Elles le savent, mais au niveau émotionnel dans le corps, c'est pas comme descendu dans le corps. Et moi, ça a vraiment été mon expérience. Avant d'avoir un petit peu plus accès à mon système nerveux et de commencer tout ce travail, c'était ça. Je disais que j'avais idéalisé mon enfance. En fait, il y avait un mélange de deux phénomènes. Une partie, c'était carrément de l'amnésie. Il y a plein de choses dont je ne me souvenais pas du tout et qui ont commencé à revenir quand j'ai ouvert les voies somatiques, donc quand j'ai commencé à travailler avec mon corps. Et une autre partie de ça, de cette idéalisation de l'enfance, c'était ce que je viens de décrire en lien avec l'attachement évitant. Il y avait des choses que je savais, mais c'est comme si ça me touchait pas. En fait, j'avais pas de conscience dans le sens où je pouvais pas sentir que ah oui, c'est moi, Camille, qui ai vécu ça. Et ça, quand ça a commencé à revenir en ligne, vraiment que c'est arrivé dans le corps, que c'est arrivé dans le corps émotionnel aussi, mais vraiment au niveau somatique de ah oui, c'est moi qui ai vécu ça, quand j'ai recommencé à avoir accès à ça, ça a été un gros morceau. C'est vraiment comme si, hop, ça s'était reconnecté là-haut. Alors, ça s'est fait petit à petit. Je pouvais de plus en plus sentir ça. Ça s'est pas fait comme ça. Du jour au lendemain, je me suis réveillée un matin et ça y est, je ressentais tout. Non, ça s'est fait petit à petit. Je commençais de plus en plus à sentir, oui, ça m'est arrivé à moi. Et ça, c'est le moment très intéressant où j'ai eu des symptômes physiques de l'enfance aussi qui ont commencé à revenir. Des crises d'asthme, de l'eczéma que j'avais pas eu depuis des années. C'est vraiment comme si ça y est, ça... Il y avait accès à nouveau, en fait. Et donc, ça a commencé à arriver dans le corps de « Ah oui, j'ai vécu ça ». Toute la tension, toute la peur, etc. Et donc, le corps, il a parlé. Comme il parlait dans l'enfance. C'est-à-dire, moi, c'était les crises d'asthme et l'eczéma, en l'occurrence. Donc, les messages qu'on veut vraiment envoyer à son système avec l'attachement évitant, c'est, par exemple, un message, ça peut être « Je suis heureux, je suis heureuse que tu sois ici. Tu as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. » C'est tout ça qu'on n'a pas eu. Comment ça serait d'avoir quelqu'un, si tu te reconnais dans les traits de l'attachement évitant, comment ça serait d'avoir quelqu'un qui dit ça ? Et je vais répéter ces phrases et vraiment t'inviter à écouter avec ton corps. Je suis heureuse que tu sois ici. Tu as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. Un autre exercice intéressant, c'est de travailler avec le regard. Moi, jusqu'à ce que je fasse ce travail, je ne pouvais pas soutenir le regard de quelqu'un. C'était insupportable. Or, regarder et être regardé, avec un regard vraiment empli de gentillesse,
de compassion, c'est tellement réparateur. Parce que c'est ce genre de contact nourrissant qui a manqué dans l'attachement évitant et auquel on veut réhabituer notre système. Alors on le titre, fais-le par petits morceaux. Tu peux le faire par exemple même avec un ami ou voilà avec ton partenaire ou ta partenaire. Comment ça serait? Est-ce que tu peux me regarder avec toute la gentillesse du monde et toute la bonté qui est en toi? Regarde-moi. Et puis on le fait 3 secondes. Parce qu'au début, peut-être qu'il va y avoir un peu d'activation. Pas super évident. On le fait 3 secondes. Et puis après, on le fait peut-être 5 secondes. Et puis comme ça, on commence à réapprendre à co-réguler, à être avec quelqu'un. Le toucher, le regard, c'est des médiums, des moyens qui sont vraiment intéressants pour recommencer à faire ça. Je passe maintenant aux 2 autres styles d'attachement, l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé. Et on commence tout de suite avec l'attachement anxieux. Donc comme d'habitude, je vais traverser un petit peu chronologiquement. Finalement, je vais aller dans qu'est-ce qui contribue à un attachement anxieux, qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance, voilà, avec les figures d'attachement pour arriver à un attachement anxieux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, et après, c'est quoi les possibles ramifications à l'âge adulte. Comme d'habitude, voilà, j'essaie d'illustrer, de donner des exemples, donc reste avec moi, on y va. Les comportements, attitudes, qualités des parents qui peuvent contribuer à l'attachement anxieux. Ça peut être un manque de disponibilité, on va dire manque de perspicacité, de sensibilité, d'efficacité en fait dans la connexion avec un enfant. On revient à ce qu'on avait déjà un petit peu vu dans l'attachement évitant, mais à un parent qui capte pas ou capte pas bien les signaux de l'enfant. Deuxième chose qui peut contribuer à l'attachement anxieux, c'est l'attachement anxieux du parent et ou une intrusion perpétuelle, constante ou en tout cas répétée dans la vie de l'enfant. Un enfant qui peut pas avoir de limite. En fait, un parent qui va toujours entrer dans la chambre, par exemple, mais ça peut être même bien plus tôt et c'est pour ça que j'ai dit l'attachement anxieux du parent lui-même. Donc ça peut être un parent, par exemple, qui va réveiller un bébé qui a besoin de dormir. S'il dort, c'est qu'il a besoin de dormir pour pas être seul. Parce que le parent, lui, a un attachement anxieux. Et ça peut être de façon générale des figures d'attachement qui sont très dans leur tête ou qui elles-mêmes en fait vivent des intrusions à l'intérieur d'elles-mêmes à cause de leur propre histoire qui sont non résolues. Donc il va y avoir comme ces intrusions et donc le parent il est présent et puis l'instant d'après il est plus présent par exemple. Émotionnellement, je parle physiquement il est là, mais l'instant d'après il est distrait ou il part dans sa tête et il est plus présent. Et donc, et ça c'est sans tenir compte des signaux de l'enfant, parce que voilà, l'enfant il n'a pas donné le signal de c'est bon, maintenant je suis prêt à me déconnecter, mais il y a une déconnexion de la part du parent. Et donc ça donne quelque chose où l'enfant il sent dans l'attachement anxieux, en fait l'enfant sent qu'il y a de la connexion, donc c'est là, et puis d'un moment à l'autre il n'y en a plus. Donc il y a quelque chose de c'est là, j'en veux encore, je l'ai senti, j'en veux encore, et puis d'un coup il n'y en a plus. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais en avoir à nouveau. Donc ça donne comme un système d'attachement qui est complètement tourné vers l'extérieur et qui dit j'en veux plus, j'en veux plus. Et donc ce qui se passe de façon générale dans l'attachement anxieux, c'est que la régulation, cette co-régulation qui devrait arriver avec l'enfant, qui donne la capacité à l'enfant de s'autoréguler, au lieu d'être fluide, elle est constamment perturbée et ce de façon imprévisible. Donc il y a ce truc de je l'ai senti, je le sens plus, la connexion, et je sais pas quand je vais pouvoir la sentir à nouveau. Donc il y a cette imprévisibilité. Ça, c'est vraiment un mot-clé pour l'attachement anxieux. Et on verra que c'est un mot-clé aussi pour l'attachement désorganisé d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant? On a dit qu'il y avait cette connexion qui est là, puis d'un coup, qui est plus là. Donc les bébés, les tout petits enfants, finalement, ils savent pas si leurs besoins tout court, / leurs besoins émotionnels, vont être satisfaits, vont être même pris en compte, et ça donne énormément d'insécurité. J'ai parlé d'imprévisibilité. L'imprévisibilité donne à l'intérieur du système de l'enfant de l'insécurité. Peut donner de la colère aussi. Et du coup, ce stress qui est vécu dans les relations interpersonnelles, ça donne énormément de stress, et presque voire plus tard dans la vie, ça peut donner des gros drames. Enfin, ce qui est vécu en tout cas comme un drame, ce sont les séparations, les départs. Pour les personnes qui ont une dominante anxieuse dans l'attachement, les séparations, les départs, c'est insupportable. Et d'ailleurs, elles sont tout le temps en train de l'anticiper. On le verra juste après. Et donc cette sécurité et cette imprévisibilité, qu'est-ce que ça fait? C'est ce que j'ai dit, c'est comme si le système d'attachement, il se tourne vers l'extérieur et il y a ce focus, cette focalisation sur l'attachement, en fait, sur la connexion. Et ici, une comparaison qui est intéressante, c'est avec les gens qui jouent au casino. Quand tu vas jouer au casino, tu gagnes une fois, donc tu sais ce que ça fait. Et tu le veux à nouveau. Et c'est comme ça que les addictions se développent, d'ailleurs.
Et là, c'est un petit peu la même chose. L'enfant est sans l'attachement, et puis hop, d'un moment à l'autre, il n'y a plus. Donc il y a ce focus qui se tourne entièrement vers l'attachement. Je sais ce que ça fait de gagner, je sais ce que ça fait d'avoir ça, j'en veux encore. Et dans l'attachement anxieux, c'est ça qui est peut-être un petit peu pernicieux, c'est qu'il y a assez d'attachement pour que l'enfant sente que c'est là, mais pas de façon assez prévisible pour envoyer un signal de sécurité au système nerveux. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a assez d'attachement pour que l'enfant il sente qu'il y a une connexion, mais pas de façon assez prévisible pour envoyer un signal de sécurité au système nerveux. Je l'ai dit 2 fois parce que cette phrase, elle résume l'attachement anxieux. Et ce que ça donne aussi, une autre conséquence de ça, c'est que l'enfant, il n'arrive pas, en fait, à comprendre, à sentir ce qui fait que la relation, elle est bonne ou mauvaise. En anglais, on dirait « if we're in a good or in a bad place ». Il n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, ça peut donner un enfant qui essaie constamment de s'adapter aux humeurs, aux réactions très changeantes, d'ailleurs, de ses parents. Ça peut donner ça, donc une réponse de phoning. Finalement, l'attachement anxieux et la réponse de phoning, c'est très très lié. Ou la deuxième option, ça peut être que l'enfant, il va essayer de manipuler ou d'une certaine façon de contrôler le parent pour obtenir vraiment une fusion, pour être tout le temps dans la fusion. Encore une fois, dans l'attachement anxieux, la plus grande peur de la personne, c'est la déconnexion, c'est la séparation. Et si j'avance un petit peu vers l'âge adulte, qu'est-ce que ça peut donner aussi ça donne une personne qui est surcentrée sur l'extérieur, donc sur les personnes avec qui elle est en relation, et puis sur les ressources extérieures, et sous-centrée, on va dire ça, peut-être pas assez centrée, sur elle-même. C'est une personne qui est pas consciente du tout des ressources internes. Ni des ressources internes, ni des sources internes de satisfaction, d'épanouissement. Ça va être les personnes qui vont trouver aucune satisfaction, par exemple, à faire des choses seules. Je me souviens avoir eu une discussion avec ma mère une fois là-dessus. Je me souviens que quand j'étais étudiante, j'adorais aller au cinéma toute seule, aller faire des expos, etc. Vraiment, j'aimais ça. Et encore aujourd'hui, j'aime faire des choses seule. En tout cas, il n'y a aucun problème. Pour moi, je vais apprécier peut-être autant une expo si j'ai vraiment envie d'aller la voir, si je suis seule, que je suis avec quelqu'un, que quand je suis avec quelqu'un. Bon, peut-être un peu plus si je suis avec quelqu'un. Mais en tout cas, je vais l'apprécier même si je suis seule. Et je me souviens que ma mère, par exemple, elle aime pas du tout faire des choses seule. Ma mère et ma grand-mère, d'ailleurs, elles sont toutes les deux comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un pour partager une activité avec elles, c'est pas intéressant. Elles apprécient pas, elles vont même pas le faire. Et moi, je me souviens de pas du tout comprendre ça avec ma tendance plutôt évitante. J'étais là, mais c'est génial de faire des choses seule. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire dans l'expérience somatique, dans le corps. Ces personnes, elles vont pas sentir dans le corps qu'une chose est appréciable quand il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller travailler et qu'on est invité à travailler, comme toujours, surtout avec l'attachement, au niveau somatique. Donc qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte, cet attachement à tendance anxieuse en tout cas? Je l'ai dit, on a cette focalisation, peut-être presque un peu obsessionnelle, parce qu'il y a tellement besoin de connexion sur l'autre. En fait, dans les relations, il y a vraiment cette focalisation sur l'autre dès qu'on est en relation, un peu comme au casino. Toujours pour filer la métaphore du casino, vous investissez toujours plus d'argent, mais vous n'avez jamais l'impression de pouvoir gagner. Ça, c'est vraiment l'attachement anxieux. Des personnes qui essaient d'obtenir l'amour, la connexion dont ils ont besoin, mais avec cette impression que c'est jamais suffisant. Et ça peut donner un narratif qui est très assez désespéré, en fait. Il y a beaucoup d'impuissance là-dedans. Il y a beaucoup d'impuissance. Et peu d'espoir de trouver un jour l'accomplissement, en fait, de trouver un jour quelque chose qui soit assez. Les questions qui peuvent tourner en boucle dans la tête de quelqu'un avec un attachement à tendance anxieuse, ça va être: est-ce que je suis assez aimée? Est-ce que je vais être abandonnée? Oui, t'es là avec moi maintenant, mais est-ce que tu seras là demain? Et quand je dis qui tourne dans la tête, ça peut être vraiment au niveau subconscient aussi, hein, sans qu'on s'en rende compte. Et donc ça fait que ces personnes, consciemment ou inconsciemment, elles sont toujours en train de se défendre, de se protéger de la perte. De la séparation, de la déconnexion. Et ici, on ne parle pas que des relations amoureuses, hein, ça peut absolument se jouer dans les amitiés aussi. Une personne qui panique complètement si l'autre répond pas à son message, par exemple. Ça peut être aussi en amitié, ça. Ou qui le prend très très mal. Soit qui va aller dans la colère, soit qui va aller dans une grande tristesse, personne ne m'aime, etc. Et ici, je veux vraiment faire un rappel, parce que c'est très très important. D'un côté, on voit les personnes avec un attachement évitant comme insensibles,
Et puis, on voit les personnes avec un attachement plutôt anxieux comme Koh-Lanta, par exemple, si je fais un peu une caricature. Mais encore une fois, ce n'est pas un choix. Le système nerveux, il tape pas à la porte en disant « Est-ce que je peux me mettre en colère là ou est-ce que je peux être désespéré parce que je sens pas assez de connexion ou parce que j'ai peur de la déconnexion ?» Notre système, il nous y emmène. Point à la ligne. Pour les personnes qui ont une tendance anxieuse, dans leur système nerveux, à chaque fois qu'elles sont en relation, il y a une autoroute qui va vers aujourd'hui, il ou elle est là, mais demain, comment ça sera demain? Ou comment ça sera dans 1 heure? Comment ça sera dans 2 heures? Leur système les emmène dans l'anxiété de la séparation, même s'il n'y a aucun signe, même s'il n'y a aucune circonstance dans le présent qui pourrait indiquer qu'il y ait séparation prochainement. Mais ces personnes, elles s'attendent à l'abandon, elles s'attendent au pire de la part de leur partenaire. Et pour le partenaire, d'ailleurs, ça peut être très difficile parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, la personne avec un attachement anxieux, elle a constamment besoin de réassurance. Donc pour le partenaire, il peut y avoir aussi l'impression de jamais en faire assez, de jamais donner assez. Et finalement, c'est proche de la vérité puisque la personne avec un attachement anxieux, elle s'attend au pire. Elle a du mal, elle peut pas se déposer dans la confiance de la connexion. Dans la connexion, et elle est là, et elle est là pour rester. Ça n'existe pas, ça, dans le système, dans un système qui a tendance anxieuse. Et une conséquence de ça peut être ce dont je parlais là, cette réponse de phoning, donc une adaptation, même à l'extrême. Ça veut dire que ces personnes avec un attachement anxieux, elles peuvent accepter ce qu'on leur donne, en fait, dans une relation, au lieu de demander clairement ce qu'elles veulent. Voilà, elles vont se contenter, en fait, de ce qu'elles ont, parce que être seules, la séparation, la déconnexion, ça serait tellement submergent qu'elles préfèrent, en anglais on dit settle, elles préfèrent se contenter, en fait. J'ai pas le mot qui me vient là. Et elles peuvent avoir cette impression qu'il faut toujours qu'elles fassent plaisir à leur partenaire, il faut toujours que voilà, ça aille dans le sens du partenaire pour pouvoir les garder. Le ou la garder, ce partenaire. Et ce qui peut se passer, et c'est un petit peu ça, l'ironie, finalement, dans l'attachement, c'est vraiment cette reproduction. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ces personnes, elles peuvent créer involontairement, en fait, de façon complètement inconsciente, leur propre cauchemar, en rejoignant voilà, une disponibilité émotionnelle qui est pas cohérente ou qui est vraiment étouffante, beaucoup d'anxiété, être collant, être intrusif, parce que il y a cette inquiétude constante qui est là, cette anxiété de la séparation, de la déconnexion. Et donc ici, on retrouve ce qu'il y avait dans les parents, en fait, cette intrusion de leur propre anxiété qui a été à la source de l'attachement anxieux et qui, du coup, potentiellement peut être reproduite plus tard. Donc un message à envoyer à son système, si tu es plutôt dans l'attachement anxieux, si tu te reconnais dans cette tendance, c'est vraiment tu es digne d'être aimé, je serai là pour toi, je respecte tes limites. Si tu es le ou la partenaire de quelqu'un qui a un attachement anxieux, ça va être vraiment ces messages-là. Tu es digne d'être aimé, je serai là pour toi, je respecte tes limites. Voilà, et quand je dis ça, vraiment écoute ça avec ton corps. Est-ce que ça atterrit ou est-ce qu'il y a un truc de non, ça marche pas. Tu es digne d'être aimé, je serai là pour toi, je respecte tes limites. Avec l'attachement anxieux, j'ai parlé de la réponse de phoning, donc avec l'attachement anxieux, le travail sur les limites, qu'on fait d'ailleurs dans mon programme Arise, il est très important. Réapprendre à être dans la connexion tout en restant soi, sans aller dans cette réponse de phoning. La réponse de phoning, on pourrait appeler ça aussi le people pleasing, si vous connaissez pas ce terme. Donc c'est être dans la connexion sans être dans la fusion. C'est ça, poser des limites. Il y a tout un module là-dessus dans Arise. Et c'est vraiment tellement important. Quand il y a trauma, il y a dépassement des limites, nécessairement. Cette barrière que constitue notre système nerveux, il y a une brèche qui se crée dans la barrière. Donc c'est vraiment important, et dans l'attachement anxieux, tout particulièrement. Donc ça, c'est la première piste, le travail sur les limites. Et une deuxième piste, c'est vraiment de faire ce travail, de voir où est-ce qu'il y a de la constance dans tes relations. Peut-être qu'il y a des amitiés qui durent depuis longtemps, qui sont vraiment des amitiés profondes, même des personnes peut-être avec qui tu n'es pas en contact tout le temps, on ne s'envoie pas des SMS tous les jours, mais voilà, ces personnes qu'on retrouve au bout de 6 mois ou au bout de 8 mois, et c'est comme si on s'était quitté hier. Est-ce que tu as ça dans ta vie ? Prends le temps de te rappeler, ça peut être d'écrire, et puis vraiment de sentir à l'intérieur ces relations qui immédiatement nous ramènent vraiment à une connexion qui est profonde, qui est intime. Et quand tu te concentres sur ces relations, qu'est-ce qui se passe encore ?
Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des souvenirs associés? Ah oui, ça ressemble à ça la connexion. Est-ce que je peux me déposer un petit peu là-dedans? S'immerger là-dedans. Faire ce travail de s'immerger dans une relation qui est profonde, qui est constante, dans ce felt sense, cette expérience sentie de la constance, de quelqu'un est là pour moi. Et ça va durer. Quelqu'un est là pour moi aujourd'hui, cette même personne va être là pour moi demain. Pourquoi? Parce que c'est le cas depuis 10 ans peut-être, que c'est le cas depuis 3 ans, que c'est le cas même depuis quelques mois. Où est-ce qu'il y a de la constance? Dans ta vie, dans les relations. Toujours je parle dans les relations ici parce qu'on est dans l'attachement. Donc voilà pour l'attachement anxieux avec quelques pistes à explorer. Je vais maintenant dans l'attachement désorganisé. Donc l'attachement désorganisé, c'est super. C'est vraiment l'antipode de l'attachement sécure qui était le Graal. Là, c'est désorganisé, son nom l'indique très très bien, et donc c'est un mélange en fait, l'attachement désorganisé, de l'attachement évitant et de l'attachement anxieux. Donc tout un programme. Et ça, l'attachement désorganisé, c'est tellement tout un programme que c'est quelque chose qu'on peut voir très très vite, même chez un nourrisson. Ça peut être un nourrisson qui a un comportement chaotique qui paraît un peu désorienté comme ça. Ça peut être un petit enfant qui court vers ses parents puis qui s'en éloigne brusquement, par exemple, parce qu'il ne se sent pas en sécurité. On va voir que dans l'attachement désorganisé, la figure d'attachement est la menace. Les petits enfants, ils peuvent aussi tourner en rond, tomber, détourner le regard, se balancer d'avant en arrière. Il peut y avoir tous ces signes à aller dans une forme de figement aussi quand le parent arrive, par exemple. Tout ça, ça peut être des signes d'un attachement qui est désorganisé. Qu'est-ce qui donne un attachement désorganisé? Quelle ambiance à la maison, quelle attitude, comportement des figures d'attachement contribuent à l'attachement désorganisé? La première chose, ça peut être la création de problèmes qui sont insolubles pour l'enfant. Alors ça, super typique, ça c'est une autoroute vers l'attachement désorganisé. C'est des situations où l'enfant, il ne peut pas bien faire. Il est coincé. Il peut jamais bien faire parce que la communication, elle est faite d'injonctions qui sont paradoxales ou de double contrainte. Par exemple, quelque chose du style « viens ici, ah non, va-t'en ». Ou une situation insoluble « fais ça, je sais pas moi, passe l'aspirateur, ah non, c'est pas bien fait, tu sais rien faire ». Donc l'enfant, il doit faire, mais s'il fait, ça va pas, et s'il fait pas, ça va pas non plus. Donc, il ne peut jamais y arriver. L'enfant, il est toujours en échec, quoi qu'il fasse. De façon générale, avec l'attachement désorganisé, c'est vraiment des figures d'attachement des parents qui mettent en place en fait des interactions qui sont chaotiques, voire effrayantes, désorientantes, qui intrinsèquement vont être désorganisatrices pour l'enfant. Au lieu d'aider son système à s'organiser, ça va le désorganiser. D'où le nom de cette tendance d'attachement désorganisé. Donc, pour donner des exemples, ça peut être un parent qui crie, soudainement qui crie. Un parent qui est lunatique. On ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait jamais ce à quoi s'attendre. Ça peut être aussi un parent qui est constamment activé intérieurement, en fait. Et du coup, un parent qui a des changements extrêmes d'état qui sont complètement sans référence aux signaux de l'enfant. Comme dans l'attachement anxieux où le parent il se déconnectait d'un coup, là, c'est un parent qui va changer d'état. Donc, le parent, il est calme, voilà, et à un moment donné, sous l'effet d'un déclenchement interne, donc il pense à quelque chose, ou voilà, même sa neuroception capte quelque chose dans l'environnement, il pense peut-être à quelque chose qui l'énerve, hop, il se met en colère, d'un instant à l'autre. Et l'enfant n'a rien fait pour que le parent se mette en colère. Donc il y a quelque chose de complètement imprévisible. Une expression qui résume bien ce type de foyer, où il y a des situations comme ça, c'est vraiment marcher sur des œufs. Ne pas savoir sur quel pied danser ou marcher sur des œufs. Constamment, l'enfant doit marcher sur des œufs. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Ça, moi, c'était mon expérience avec mon père, par exemple. On ne savait jamais ce qu'on allait avoir. Je me souviens que rentrer le soir de l'école, c'était un stress. Et ça, c'est revenu tard, d'ailleurs, quand j'ai commencé ce travail sur mon système nerveux. J'avais oublié ça. Mais je me souviens et c'est vraiment une mémoire émotionnelle de la tristesse, de la peur, même bien plus tôt que ça, bien plus tôt que l'école primaire, maternelle, petite maternelle, quand c'était lui qui venait nous chercher chez la nounou. Il y avait toujours cet espoir que ce soit maman. Et c'est vraiment une mémoire somatique que j'ai de ça, dans le corps. Il y a des bribes d'images, mais vraiment des bribes. C'est
beaucoup plus un ressenti, c'est des émotions. Donc ça, c'est ce qui peut contribuer à l'attachement désorganisé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant? Quand il y a voilà, ce type d'ambiance, de situation, de comportement, d'attitude, l'enfant, il ne peut pas utiliser le parent pour s'apaiser, pour se réguler. Parce que le parent, c'est la source de peur. Le parent est la menace. Donc il y a vraiment ce double dilemme. L'enfant, il est terrorisé par la figure d'attachement et il y a cette perte de l'encre de sécurité qui est nécessaire à un attachement sain, en fait, et qui est même nécessaire au-delà de ça au développement de l'enfant. Donc il y a je peux pas aller vers mon parent parce qu'il est une menace, et en même temps j'ai tellement besoin de l'attachement. Et la deuxième difficulté, c'est que ça se couple à une possibilité qui est minimale ou voire inexistante de combat ou de fuite. Encore une fois, l'enfant il peut pas combattre parce qu'il fait pas le poids, et parce qu'il va lui arriver encore plus de broutilles, et il a nulle part où aller. Donc il est absolument coincé dans cette situation. Un mot-clé avec l'attachement désorganisé, c'est vraiment insoluble. C'est insoluble. À la fois comment se comporter, et puis il y a voilà, pas d'accès aux réponses de l'état sympathique, donc c'est insoluble. C'est vraiment l'enfant, il est coincé. Et normalement, si tout va bien, quand tout se passe bien, le système d'attachement primaire, il est conçu pour assurer la sécurité de l'enfant, que ce soit organisé justement dans son système, régulé. Et quand l'enfant, il subit, voilà, si on va un peu plus loin, des violences aussi, quand le parent et la source de la menace, ce soit des violences physiques, émotionnelles, que ce soit des cris sexuels, bien évidemment, il développe cet attachement désorganisé. Et il est tout le temps en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein. Il reste coincé, en fait, l'enfant, entre l'approche et l'évitement. L'approche et l'évitement. Ça peut donner beaucoup de figement, ça peut donner de la dissociation aussi. Et donc ça peut donner des problèmes de régulation des émotions. Non, c'est normal, l'enfant n'a pas juste pas appris l'autorégulation. S'il n'y a pas de corégulation, il n'y a aucun moyen de développer cette autorégulation. Ça peut être des difficultés même sociales dans les relations aussi. Ça peut être du brouillard, un manque de cohérence, des déficits de l'attention. Tout ça, c'est aussi des symptômes du figement. Il appuie sur l'accélérateur et sur le frein à la fois, il est coincé, il est figé, en fait. C'est les symptômes du figement avec cette chape dorsale mais sous laquelle il y a énormément d'énergie. Donc l'enfant, il peut être léthargique, c'est le dorsal, et en même temps avec son esprit qui saute super vite d'une activité à l'autre, parce qu'il y a cette énergie sympathique en dessous qui dit on peut pas rester là trop longtemps. Il faut faire quelque chose, il faut fuir, il faut combattre. Et donc en conséquence, c'est ce même enfant qui peut être complètement léthargique ou qui peut devenir agressif aussi. Ici encore, quand il arrive à sortir du figement. Quand il arrive à sortir du figement, il y a toute cette énergie de combat contenue là, à l'intérieur, parce que elle peut pas être dirigée vers le parent, encore une fois. L'enfant, il a aucune chance. Mais elle est là, ça veut pas dire qu'elle disparaît. Cette réponse de combat, qui trouve pas d'issue, qui trouve pas d'objet. Et ça peut être du coup une personne, après l'âge adulte, qui va vite dans le figement, dans l'effondrement, parce que être face à des situations insolubles comme ça, il y a énormément d'impuissance, c'est hyper submergent, et presque la seule réponse, et c'est même pas presque, la seule réponse disponible, c'est de se figer, de se dissocier, de s'effondrer. Donc, dans l'attachement désorganisé, il y a toujours ce conflit entre deux impulsions, deux élans biologiques, physiologiques, c'est ça qu'il faut comprendre. Celui de s'attacher et celui de survivre. Et c'est insoluble parce que l'attachement est nécessaire à la survie et au développement de l'enfant à cet âge-là. Donc en fait, les deux élans biologiques, c'est les deux élans de survivre. Si on dit l'élan biologique de s'attacher, pour un enfant, c'est l'élan biologique de survivre. Et l'élan biologique de se protéger d'un parent qui est une menace, donc de survivre aussi. À l'âge adulte, ça va donner quoi? Ça va donner des personnes qui essaient de gérer des niveaux d'activation hyper élevés dans leur système. Suite à quoi? Suite à cette terreur, en fait, parce qu'il y a beaucoup de peur dans l'attachement désorganisé, à cette terreur qui a été subie dans l'enfance. Et donc, voilà, pour gérer des niveaux élevés d'activation, il y a plein de stratégies d'adaptation qui sont possibles. Ça peut être les substances, ça peut être le sucre, ça peut être la cigarette, ça peut être la dépendance émotionnelle, voilà, tout ce qu'on peut faire pour apaiser le système. Et quand elles sont en relation, ces personnes avec une dominante plutôt désorganisée, il peut y avoir de la panique, il peut y avoir de la rage aussi, toute cette énergie sympathique qui a été écrasée justement par le figement dont je parlais juste avant. Pourquoi? Parce qu'en relation, la mémoire implicite, elle est activée. Et c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais c'est important.
la relation avec les parents et puis la relation de couple, c'est assez proche pour que notre cerveau dise « Ah, je connais ça ». C'est assez proche dans le sens où bien sûr que c'est pas la même relation, mais on est très proche, on vit sous le même toit, on partage les tâches du quotidien, on partage notre emploi du temps. Il y a énormément quand même de choses similaires. Et on se souvient que pour le cerveau, assez similaire, ça suffit pour qu'il y ait finalement un raccourci qui est fait. Notre cerveau, il veut toujours conserver de l'énergie. Un raccourci qui est fait, et le raccourci, c'est « Ah, ok, ça, je connais. Ah, ok, les relations, c'est ça. » Et donc, on amène toute cette activation dans nos relations. Que ce soit une activation, un attachement plutôt du côté de l'évitant, du côté de l'anxieux ou du côté du désorganisé. Mais tout ça, on l'amène dans la relation. Donc je reviens à l'attachement désorganisé. Dans l'âge adulte, on va retrouver tous les symptômes de l'absence de régulation, en fait. Ça peut être des changements d'humeur extrêmes, justement. Ça peut être des personnes qui se laissent très facilement aller à la frustration, à la peur, au désespoir aussi, quand les circonstances sont pas claires. Ou quand il n'y a pas un accord clair, quand le contrat, il n'est pas clair. S'il n'y a pas de clarté, la personne avec un attachement désorganisé, c'est insoluble. S'il n'y a pas de clarté, je ne sais pas où aller, hop, très proche de ce que j'ai vécu dans l'enfance, je suis submergée. Notre cerveau, notre système nerveux, ils sont très très rapides. Il y a beaucoup de dérégulation dans l'attachement désorganisé, et ça peut donner dans les relations une hypervigilance, une hypersensibilité. Et ça, à nouveau, ici c'est presque ironique parce que ça crée une situation, si cette personne-là qui a un attachement désorganisé, elle est hypersensible, elle est hyper vigilante à tout ce qui se passe dans la relation, ah t'as fait ça, t'as pas fait ça, mais ça veut dire ça, donc il y a cette grande activation, c'est ironique parce que ça crée une situation où le partenaire de la personne désorganisée doit marcher sur des œufs. Parce que cette personne désorganisée, elle est dans cette hypervigilance constante. Et il y a ces fluctuations d'humeur aussi souvent. Donc elle recrée pour l'autre ce qui a été à l'origine de son état. C'est pour ça que faire le travail sur l'attachement, c'est essentiel. Je l'ai dit en début d'épisode, je vais le redire, le système nerveux est attachement. Si on ne fait pas ce travail-là, on va tout reproduire. C'est la mémoire implicite, c'est la définition même de la mémoire implicite. Donc il faut s'autoriser à sentir. Si je reviens là avec l'attachement désorganisé, il faut s'autoriser à sentir qu'on se sent coincé entre le désir profond d'avoir des relations et la crainte que la relation elle soit dangereuse. C'est ça, l'attachement désorganisé. Ok, il y a les deux dans mon système. Déjà, juste amener ça à la conscience. Ok, il y a les deux dans mon système. Je le porte à la conscience. À quoi ça ressemble dans mon corps quand j'ai envie d'être en relation ? Et puis à quoi ça ressemble dans mon corps quand j'ai peur d'être en relation ? Ça se travaille très bien en somatic experiencing, par exemple. Et c'est toute cette conscience corporelle qu'on travaille à développer dans Arise aussi, par exemple. De découpler les choses. Ça, c'est très important, immensément important. Dans l'attachement désorganisé, puisqu'il n'y a pas eu de co-régulation, et donc de bon câblage du système nerveux, la neuroception, elle n'est pas optimale. Et la neuroception, c'est notre radar, c'est notre détecteur de menaces interne. Chez les personnes désorganisées, on va dire qu'ils ne fonctionnent pas bien. Puisqu'il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait, en fait. Même au niveau neurodéveloppemental, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait. Et ça donne quoi ? Une neuroception, on parle d'une neuroception erronée dans la théorie polyvagale. Ça donne quoi ? Ça donne une personne qui peut rester dans des relations qui sont pas soutenantes, voire qui sont même abusives, au lieu de quitter ces situations quand c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, il fait plus bien la différence, pour le dire autrement, pour bien qu'on comprenne, il fait plus la différence entre ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Parce que de toute façon, il a baigné depuis toujours dans cette soupe toxique-là, qui était son foyer. Donc il n'y a pas de reconnaissance de « non, ça va pas ». Non, ça c'est toxique. Ou même, ça peut être pas de reconnaissance de ça va bien. Une incapacité aussi à apprécier ce qui est bien, ce qui est bon. Donc des messages à envoyer à ton système si tu te reconnais dans cette tendance désorganisée. Ça va être « je suis attentif à toi et à tes besoins ». Ça peut être « calmons-nous et parlons ». Ça peut être « je suis là pour te protéger et te défendre ». Ça peut être aussi « mettons-nous d'accord sur des règles qui sont claires ». Amenons de la clarté. Des pistes à travailler si tu te reconnais aussi dans cette tendance. Si tu te reconnais dans l'attachement désorganisé, je le disais tout à l'heure, il faut recréer la séparation à l'intérieur. En fait, bien séparer la sécurité du danger dans ton système, au niveau somatique. Dans l'attachement désorganisé, il y a une confusion. Parce que c'était tout le temps entremêlé. Parfois, il y a de la sécurité, parfois, il y a du danger. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas quand. Donc,
C'est vraiment super important de séparer ça. Bien séparer la sécurité du danger dans ton système au niveau somatique. Traquer la sensation de sécurité, de soulagement, de soutien dans le corps, de je peux me déposer, je suis en sécurité. Et ça, on peut le comprendre, à quel point ça peut être déroutant pour un système. Si je prends les animaux, le monde animal, parce qu'on est des mammifères, même si on n'est pas très heureux de ça, mais on est des mammifères, on a une physiologie animale. Prenons un petit animal mignon, un écureuil. Prenons un écureuil. L'écureuil, il est programmé pour craindre les prédateurs. Il est programmé pour craindre les prédateurs et il est programmé pour se sentir en sécurité auprès de sa propre espèce, c'est-à-dire auprès des autres écureuils. Ok. Contrairement à nous, les êtres humains, pour de nombreux êtres humains qui sont dans des foyers comme ça, on serait programmé à se sentir en sécurité auprès des nôtres, sauf que c'est pas le cas. Sauf qu'on n'est pas en sécurité. Donc par définition, c'est biologiquement, au niveau de la physiologie, c'est biologiquement ultra déroutant. Donc ça, c'est vraiment une séparation qu'on doit recréer dans le corps. Qu'est-ce qu'est la sécurité ? Toujours en lien avec les relations, hein, mais qu'est-ce qu'est la sécurité ? Qu'est-ce qu'est le danger ? Et ça, on peut le faire par exemple avec l'imagination grâce à des images. Ça, un thérapeute, par exemple, en somatic experiencing, il peut aider à mettre en place 2 situations. Ok ? Qui va inclure le parent, une situation avec des alliés, des ressources qui donnent vraiment au système d'attachement un endroit sûr où il va pouvoir se déposer. Et puis un autre, on va chercher une autre image, on va chercher une autre situation pour le comportement qui est effrayant, qui est troublant, qui est déroutant du parent. Et puis on prend le temps de ressentir les deux, on prend le temps de ressentir que c'est séparé, l'un après l'autre, de sorte que la réponse à la menace, aussi nos réponses de survie dans notre système, elles soient clairement séparées des besoins d'attachement. Quand j'ai envie d'être en connexion, j'ai pas besoin qu'il y ait des réponses de survie associées à ça. C'est ça qu'on recrée en fait, et du coup je peux aller avec de la régulation ventrale, en me sentant en sécurité, dans un désir de relation, dans un désir d'attachement, qui est absolument naturel pour l'être humain. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une expérience correctrice, une expérience réparatrice qu'on peut créer aujourd'hui dans notre système nerveux. Et c'est ça le travail merveilleux avec l'attachement et le système nerveux en général. C'est que quand on travaille ça, quand on travaille au niveau le plus profond, tout peut être renégocié. Aujourd'hui, dans le présent, tout peut être renégocié. Ça, c'est extraordinaire. On va faire une pause ici. Comment ça va ? On fait un petit check avant que je passe à vos questions. Voilà, si l'activation elle est montée, mets le podcast en pause, prends le temps de te réguler. Et moi, je vais continuer avec vos questions. J'ai eu des questions sur le sujet du soutien. Et puis, j'avais la suite des questions sur « Je suis en couple et j'ai de l'anxiété » que j'avais pas terminé. Et des questions sur les effets de la dérégulation sur le couple, justement. Alors, des questions de soutien. Quand j'ai une crise d'angoisse, comment mon partenaire peut-il m'aider ? Comment mon partenaire peut-il être présent pour moi quand j'ai de l'anxiété ? Donc c'était la même question que j'ai eue plusieurs fois. Et ici, j'ai envie de retourner la question en fait. Toi, t'aurais besoin de quoi ? Et justement, selon notre style d'attachement, on peut avoir besoin de choses très très différentes. Une personne plutôt évitante, peut-être qu'elle a besoin plutôt d'être seule. Une personne à tendance plutôt anxieuse, elle a plutôt besoin d'être tenue, au contraire. Elle a besoin de présence. Donc vraiment, il n'y a pas de réponse toute faite en fait à cette question. Mon instinct, ça serait de dire d'être là pour toi. Le partenaire, là où le partenaire peut être là pour toi, en fonction de tes besoins. Et donc là, le travail, il est presque, c'est même pas presque, c'est le travail, c'est à toi de le faire, de c'est quoi mes besoins dans ce moment-là. Sur le soutien, ce serait vraiment ça que je peux offrir. Je suis en couple et j'ai de l'anxiété. Alors, la question, ici j'ai une question. Comment sortir de la culpabilité de mal faire les choses dans ma relation ? Quand je suis susceptible, rigide sur plein de choses, par exemple, etc. Susceptible et rigide. Ça, c'est intéressant parce que ça rappelle l'attachement désorganisé. Donc, on est dans le thème. Susceptible, pourquoi ? Susceptible parce que il n'y a pas eu de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, t'as pas été apprise. Autrement dit, il n'y a pas eu de bonne co-régulation. Et c'est plus qu'apprendre. T'as pas pu l'absorber. Parce que tu pouvais pas la sentir, il n'y en avait pas de co-régulation, de régulation. Donc, cette susceptibilité, on a dit cette sensibilité, cette hypervigilance dans la relation. Et puis, dans la question, il y avait la rigidité. Et peut-être que parfois, tu es contrôlant, contrôlante, parce que tu as développé d'ailleurs cette brillante stratégie d'adaptation
en réponse à des parents qui étaient hors de contrôle, qui étaient imprévisibles. Si vous m'écoutez là, rendez-vous compte à quel point c'est brillant cette stratégie d'adaptation. Je vais être en permanence dans le contrôle pour ne plus jamais sentir cette situation et ces ressentis qui sont complètement submergents de parents auxquels je suis livrée d'ailleurs quand je suis enfant, qui sont hors de contrôle. À cet endroit-là, il y a des parts protectrices qui disent « Plus jamais je me retrouve dans cette situation où je contrôle rien et où, en conséquence, il y a tellement de peur. Il faut que tout soit sous contrôle, il faut que tout soit clair, il faut que tout soit prévisible. » Et ici, je dois faire une dédicace à ma petite sœur, moi, qui est aussi celle qui monte les vidéos du podcast. Donc elle va entendre ça. Et qui a eu cette stratégie pendant des années. Il faut que tout soit clair, il faut que tout soit prévu, que tout soit prévisible. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai eu cette stratégie pendant longtemps. Et c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé à m'en libérer, à avoir beaucoup moins ça, cette stratégie d'adaptation, beaucoup moins ce besoin, en fait, que tout soit clair, que tout soit prévisible et que les plans ne changent pas, elle l'avait encore assez fort. Et je me souviens, ça m'agaçait énormément, cette rigidité, ce manque de flexibilité de sa part. Et en même temps, maintenant, avec tout ce travail, quand je repense à certains moments, que ce soit en elle ou que ce soit en moi, je peux que voir comment et sentir en fait comment nos systèmes ils étaient complètement complètement dérégulés, pas régulés justement, complètement dérégulés quand les plans changeaient, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible en groupe. En groupe, je sais que dans mon programme Rise, il y a plusieurs personnes. C'est quelque chose que j'ai pas entendu qu'une seule fois de j'adore mes amis, je pars en vacances avec mes amis, mais c'est hyper difficile pour moi. Et je sais que c'est difficile pour de nombreux et nombreuses d'entre vous aussi de partir en vacances en groupe. En même temps, on veut le faire parce que c'est hyper sympa et tout, mais pour notre système, c'est une situation qui est pas safe du tout quand on a cette stratégie d'adaptation de tout contrôler. Parce qu'en groupe, les gens traînent, les horaires sont jamais respectés, les plans changent, surtout en vacances, parce que voilà, on est dans le flow, n'est-ce pas ? Mais un système avec un attachement désorganisé, il peut pas être dans le flow. Lui, il a besoin que ce soit clair pour se sentir en sécurité. Et c'est terrible, ça, pour un système qui a besoin de clarté et de certitude et qui tire sa sécurité de la clarté et de la certitude. Donc je me suis un peu égarée dans la question, mais la question c'était comment sortir de la culpabilité. J'espère que mon explication aide un peu quand même. Tout ça, c'est de la neuroception. Donc, encore une fois, on ne choisit pas au niveau de l'attachement. Donc déjà, je pense que comprendre ce qui est à l'œuvre ici, c'est hyper important pour sortir de la culpabilité. Comprendre ce que c'est l'attachement. Et puis bien sûr, travailler avec toutes ces parts de toi. Celle qui est susceptible, la part contrôlante, celle qui se sent coupable, il y a toutes ces parts-là, rien que dans cette question. Donc t'en prends des petits bouts, l'une après l'autre, et puis aller écouter ce qui se passe pour elle. Comment tu peux commencer à collaborer avec ton système. Ça va être typiquement le travail qu'on fait avec Arise, par exemple. Dans mon programme Arise, on apprend beaucoup à aller voir nos parts, et puis se mettre à l'écoute, puis commencer à négocier aussi avec les parts de nous. Et c'est une façon pour moi qui est vraiment intéressante de travailler parce que ça nous permet de prendre des petits bouts d'expérience, donc que ce soit pas si submergent. Je vais dans les questions maintenant sur les effets de la dérégulation sur le couple. Alors, il y avait plusieurs questions. Quand le couple est un déclencheur d'anxiété, comment guérir ? Comment différencier le questionnement sain sur le couple et les remises en question dues à l'anxiété ? Et il y avait une autre question. L'anxiété et la dérégulation peuvent-elles me faire croire que je n'aime plus mon partenaire ? Et puis ensuite, il y avait 3 questions que j'ai rassemblées ensemble. Je suis dans une belle relation, mais j'ai peur de l'engagement. Pourquoi ? Je doute en permanence que ce soit la bonne personne et je reste bloquée. Et 3e question, c'était je l'aime, je le déteste, je m'approche, je le repousse et je suis coincée là-dedans. Ok. Alors, je vais prendre la première question. Quand le couple est un déclencheur d'anxiété, comment guérir ? Cette question, elle est vraiment en lien avec l'attachement désorganisé parce que c'est ce qui peut se passer. J'ai parlé de la situation où l'autre, il doit marcher sur des œufs en permanence. Et aussi dans l'attachement désorganisé, puisqu'il y a beaucoup de peur qui a été engendrée par les traumas relationnels, hein, les deux partenaires, en fait, ils peuvent facilement se déclencher l'un l'autre et se déréguler l'un l'autre parce qu'il y a des niveaux d'activation élevés. Dans les deux partenaires, il y a des réponses de survie et des pulsions de survie qui sont très, très intenses. Des réponses de fuite et de combat qui sont là. Hein. Donc, au lieu d'être capable de contenir les conflits, puis calmement, finalement, de revenir à de la communication, ces compétences, elles sont pas là. Encore une fois, c'est des compétences d'autorégulation, ça. Et elles sont pas là. Donc, il y a vraiment cette nécessité-là, à cet endroit-là, d'apprendre à
travailler soit sur sa régulation, et puis travailler sur la régulation dans la relation aussi. Et je pense, moi, que ici, une piste, c'est vraiment ce que j'appelle l'art du demi-tour. C'est voilà, quand on sent qu'on va dans une dispute ou qu'on va se mettre en colère ou que de toute façon on est super activés les deux, il n'y a rien de très constructif qui va se faire. Donc moi j'appelle ça l'art du demi-tour. Je cultive cet art-là de faire demi-tour pour que chacun aille se réguler. Et parce que quand le couple est déclencheur, en fait, ça n'a pas de sens de rester au contact de l'activation tout le temps. Donc chacun a besoin de revenir dans son propre système pour revenir en état de communiquer, en fait, juste. Et ça implique un travail des deux parties. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Mais quand ça l'est, c'est profondément guérisseur. Quand les deux personnes dans le couple sont volontaires pour faire ce travail et sont sur ce chemin-là, c'est profondément guérisseur. Parce que ce qui s'est défait en relation va être refait et réparé en relation. Comment différencier le questionnement sain sur le couple et les remises en question dues à l'anxiété ? Très bonne question. Ça, tu devrais pouvoir le sentir à l'intérieur de toi. Je vais le dire comme ça. Les deux, donc le questionnement sain sur le couple et les remises en question dues à l'anxiété, elles vont pas avoir la même saveur. C'est comme la soupe. Si je fais une soupe aux poireaux, ok, mais dans l'une j'ai mis un bouillon de légumes, dans l'autre j'ai mis un bouillon de volaille. Cette comparaison est tellement française. Le goût sera différent, ok. L'aspect est le même, c'est une soupe aux poireaux, je fais pas la différence à l'œil nu, ok. Mais c'est grâce à tes sens que tu vas sentir. Les remises en question dues à l'anxiété, elles ont la saveur de l'énergie de survie. Elles peuvent s'apparenter à des ruminations et tu sens que tu peux pas vraiment échapper à ces questions qui s'imposent à toi, en fait. Et souvent, il n'y a pas de nuance aussi. C'est blanc ou noir. Dans l'état sympathique, c'est je combats ou je fuis. Il n'y a pas d'histoire de nuance. Il n'y a pas le temps pour les nuances. On est dans la survie. Donc c'est blanc ou noir. Typiquement, tu vas penser à des longues listes de ce qui va pas, et il y a rien pour contrebalancer ça, par exemple. Mettons que ton partenaire t'est énervé. Tu peux sentir de l'agitation, ou au contraire, ça va être de la léthargie. De façon générale, l'expérience, elle n'est pas agréable. De l'autre côté, si on prend le questionnement sain, il n'y a pas cette saveur de torture mentale. Il y a de la place pour la nuance, il y a de la place pour l'optimisme. Et la nuance et l'optimisme, c'est quoi ? C'est ah bah oui, peut-être que la situation, elle n'est pas idéale en ce moment. On travaille beaucoup tous les deux, ou on est activés tous les deux, ou j'en sais rien. Mais on s'aime, et on va pouvoir revenir dans la communication, on va pouvoir réparer ça, en fait. On va pouvoir aller dans la réparation. Il y a de la place pour la résilience, il y a de la place pour la recherche de solutions, justement. Donc ça, c'est tout des réflexions qui sont ancrées en ventral. Et tu devrais même pouvoir entrer en dialogue avec ton partenaire sur le sujet. Bon, bien sûr, si il ou elle est ouvert. Mais alors qu'avec les remises en question dues à l'anxiété, tu vas les garder pour toi et puis ça sort généralement de façon désespérée ou de façon agressive quand on n'a pas tellement envie que ça sorte. Vous sentez mon expérience personnelle là ici quand je parle. Ça sort pas au moment où on a envie surtout ça sort pas de la façon dont on a envie que ça sorte. Alors qu'un questionnement sain, on peut vraiment l'engager comme une conversation juste, ouais, j'ai envie de dire normale, même si qu'est-ce qui est normal, mais une conversation qui est régulée, qui est ancrée en ventral. Voilà, donc j'espère que ma réponse te donne des pistes. Mais ça va être vraiment de l'ordre du ressenti, mais c'est pas que le ressenti. Observe aussi tes pensées. Est-ce qu'il y a de la place pour la nuance ou pas ? La vitesse des pensées, est-ce que c'est blanc ou noir ? Question suivante. L'anxiété et la dérégulation peuvent-elles me faire croire que je n'aime plus mon partenaire ? Oui, absolument oui. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'amour quand on est dérégulé, mais ça n'a rien à voir avec l'amour pour cette personne-là en particulier. C'est juste ton système qui n'a pas une grande capacité pour l'amour. Ni d'en donner, ni d'en recevoir d'ailleurs. Donc oui, absolument, la réponse est oui. Et puis on avait ces 3 questions. Je suis dans une belle relation mais j'ai peur de l'engagement. Pourquoi ? Je doute en permanence que ce soit la bonne personne et je reste bloquée. Je l'aime, je le déteste, je m'approche, je le repousse, je suis coincée là-dedans. C'est des questions qui sont proches. Pour moi, il y a 2 choses ici. Il y a la peur de l'engagement, il y a le doute que ce soit la bonne personne. La peur de l'engagement, là ma question ce serait, je renvoie à l'épisode précédent, est-ce que tu te reconnais dans une tendance plutôt évitante au niveau de l'attachement ? Si oui, du coup va écouter l'épisode précédent. Et puis il y a le doute que ce soit la bonne personne. Et il y avait ce mot là dans la deuxième question, je reste bloquée. Je reste bloquée, donc autrement dit tu vas dans le figement. Oui, non, oui, non. Ça ressemble vraiment à la tendance désorganisée. J'appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps en permanence.
Donc là, ça va être intéressant de faire vraiment cette pratique de séparer les bons moments des moins bons moments pour que ça puisse se déposer à des endroits différents dans ton système, en fait, en toi, qu'il n'y ait plus ce surcouplage entre les deux, entre les bons moments et les mauvais moments, qu'il n'y ait plus ce surcouplage entre les deux qui nécessairement amène de la confusion. Ça va te donner de la clarté de faire ça, cette pratique, ça va te donner de la clarté, ça va te donner de l'espace aussi dans ton système, ça va amener de la régulation, et tout doucement, ça va te permettre de sortir du figement. La réponse de figement, elle a besoin de temps, hein, donc ça mettra le temps que ça prendra, mais tout doucement, ça va te permettre de sortir du figement, et puis tu pourras prendre une décision aussi depuis un espace qui est régulé. Le seul espace depuis lequel on a envie de prendre nos décisions, d'ailleurs. Je l'aime, je le déteste, je m'approche, je le repousse, je suis coincée là-dedans. Même chose, donc, c'est le figement. Je viens de l'évoquer, vraiment faire le travail sur son système nerveux, faire le travail avec l'attachement. Et je répète ça, la réponse de figement, elle a besoin de temps. Donc, ne sois pas pressé. Mais quand on fait ce travail, ça change. Ça change. Et quand tu vas sortir du figement, les choses, elles vont être beaucoup plus claires. Voilà, et c'est sur ces mots que je termine cette série sur l'attachement. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode, pour cette série. Si t'as pas écouté les 2 épisodes précédents de cette série sur l'attachement, je t'invite chaudement à aller les écouter. N'hésite pas à réécouter aussi les épisodes, je sais que c'est beaucoup d'informations. Et comme toujours, à partager le podcast aux personnes qui sont sur ce chemin ou aux personnes qui sont pas encore sur ce chemin. Ça pourrait être le début de quelque chose pour elles. Et tu peux y contribuer. Donc d'avance, merci pour ça et à très vite.